Bon après-midi tout le monde. Alors, c'est un plaisir et un honneur pour moi de vous présenter nos deux prochains conférenciers qui arrivent d'Europe pour venir nous parler. Ils vont passer l'après-midi avec nous, animer tout l'après-midi. Donc, quand on a réfléchi au fil directeur du pré-congrès, l'arrimage, on a tout de suite vu que ce thème-là était porteur de nombreuses possibilités. Arrimage entre les communautés francophones, arrimage entre la tradition et l'innovation, arrimage entre l'écriture manuscrite et l'écriture numérique, arrimage entre la classe traditionnelle et la classe virtuelle. Et on s'est dit, tant qu'à repousser les murs de la classe, pourquoi ne pas ouvrir une fenêtre sur le monde? Et c'est là qu'est née l'idée d'inviter Régis Forgeon et Fabien Aubard, étant donné qu'ils travaillent depuis plusieurs années de façon collaborative en France et au Québec avec des communautés. Donc Fabien, actuellement formateur, c'est ça, en enseignement spécialisé numérique éducatif, il co-anime le podcast NUPEDU, vous allez peut-être les voir durant le congrès, et il orchestre le dispositif Twicté. Régis est professeur des écoles au primaire, intervenant sur des formations autour du numérique éducatif et à l'initiative du podcast NIPEDU, il co-anime avec Fabien le réseau Twicté. Alors je vous prie de les accueillir, Fabien et Régis. Pendant que Régis court après Monique pour récupérer le deuxième micro, merci Monique pour cette présentation. Merci à toute l'équipe de l'AQPF qui nous a permis de venir aujourd'hui. On est extrêmement émus de vous retrouver de ce côté-ci de l'Atlantique, j'ai envie de dire. Et quand je dis retrouver, je pèse évidemment mes mots, puisqu'il y a de nombreuses classes au Québec, au Nouveau-Brunswick qui participent déjà au dispositif. Donc c'est une façon de nous retrouver sur place, loin des claviers comme on dit en France, pour vous présenter plus en avant le dispositif Twicté. Donc on a vraiment une chance par rapport aux autres intervenants qui ont pu vous présenter leurs travaux depuis le début de la journée, c'est qu'on dispose de beaucoup de temps, voilà, jusqu'à 16h si je ne me trompe, avec, d'après ce que nous a précisé Monique, une petite pause à 16h45. Donc on va essayer de vous présenter cette animation en deux temps. Comment on pourrait appeler ça? Cet atelier, hein, en fait. On va vous préciser un petit peu les ambitions, ce qu'on a derrière la tête en venant avec cette présentation, avec une première partie qui va être extrêmement pratique. On avait vraiment envie, vous en tant que conseiller pédagogique à Rigueur, on a eu un vrai remue-ménage, un vrai jus de cerveau avec Patrick, Catherine et Monique pour savoir ce qu'était un conseiller pédagogique, parce qu'on a aussi cette dénomination-là en France, mais on n'y met pas tout à fait la même chose. Mais on s'est rendu compte que ce qui était important, c'est que vous accompagnez des enseignants. Et nous, on vient un petit peu avec une visée promotionnelle du dispositif, où on a envie de vous donner un maximum d'éléments pour que vous puissiez proposer, si vous le souhaitez, aux enseignants que vous accompagnez ce dispositif et voir comment il est possible de le mettre en œuvre assez facilement en classe. Régis, tu veux ajouter quelque chose? On peut commencer. Oh, génial. Génial. On voudrait qu'il y ait énormément de dynamique dans cet atelier, qu'on ne soit pas sur un format conférence. Donc vous n'hésitez pas à prendre la parole, je ne sais pas si on pourra le faire circuler à tout moment. Et puis on a une alliée aujourd'hui, quelqu'un qu'on n'a pas remercié, mais parce qu'on se gardait vraiment un petit temps pour la remercier chaleureusement et tout particulièrement. C'est Nathalie Couzon qui est au premier rang et qui dit à Régis « ça marche pas ton truc, ça marche pas », on va lui donner un coup de main. Qui est en train d'utiliser la solution Periscope que vous connaissez peut-être, qui est une solution de broadcasting, enfin d'enregistrement vidéo en live. Donc on a des gens normalement qui doivent nous suivre via cette solution et qui vont poser des questions à Nathalie, qui aura la possibilité de nous retranscrire les questions. Voilà, c'est aujourd'hui, notamment pour la France, c'est le bon moment pour le faire, parce que normalement les enseignants sont reposés. Ils se sont reposés aujourd'hui, c'était un jour férié. Donc voilà. On y va, Régis? Allez. C'est profond, hein. C'est de qui? Ah, si, ah. De qui? Comment? Non, c'est pas lui, ça aurait pu, hein.
Une autre proposition? Là-bas, il y a la réponse. Jean Lesage. La réponse tout de suite en image. Bravo, c'est effectivement une citation de Jean Lesage. Et cette citation, nous, on est tombé dessus grâce à Nathalie Couzon, encore elle. En se promenant dans le Vieux-Québec, on a eu cette chance d'avoir une visite guidée et accompagnée de la part de Nathalie dans le Vieux-Québec. Et en s'arrêtant sur cette photo, sur cette statue que vous retrouvez, place du Parlement, hein, c'est ça Nathalie? Ouais, on est tombé sur cette plaque et on s'est dit mais il faut absolument commencer par cette citation en introduction parce qu'elle reflète exactement l'esprit qu'il y a derrière Twicté. C'est-à-dire que on vous a parlé, vous avez vu tout à l'heure dans le cycle que Twicté c'est un dispositif d'enseignement et d'apprentissage de l'orthographe, mais c'est surtout un moyen de faire communiquer des classes, faire communiquer des enseignants et faire communiquer des apprenants autour d'un même objectif d'apprentissage. En écoutant les différentes interventions qui ont été proposées, tout à l'heure alors je crois que les prénoms c'est Suzanne, tout à l'heure c'est ça, et puis ce matin c'était Guillaume, et puis avant lui Marie-Claude, on s'est dit mais en fait peut-être ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est un peu une synthèse des trois interventions, avec une dimension didactique pour reprendre ce que Marie-Claude a proposé, avec une vraie ambition de travailler avec les élèves autour d'un référent, d'un objet culturel qui est partagé par de nombreux élèves, qui est celui du français, et vous allez voir qu'il y a une dimension éminemment francophone dans ce dispositif en ligne, avec les nouveaux moyens de communication, et puis il y a aussi une dimension institutionnelle, parce que dans le dispositif qu'on va vous présenter, en tout cas dans le cadre des programmes qui sont les programmes de la France, on va retrouver des éléments qui correspondent à la fois aux exigences en termes d'apprentissage disciplinaire du français, et particulièrement de l'orthographe et de la langue, mais aussi dans des domaines plus transversaux, et là on ira du côté des compétences numériques des élèves. Des twictonautes. Allez, vas-y. Alors les twictonautes, c'est comme ça qu'on nomme les personnes qui font partie de la communauté Twicté. En fait, vous allez voir tout au long de la présentation qu'il y a tout un vocabulaire qui fédère les énergies, et donc le twictonaute, c'est le participant à la Twicté, qui est l'enseignant dans sa classe, mais qui est aussi et surtout l'élève. Donc pour nous, le twictonaute, c'est pas juste un participant à la communauté, il collabore à la communauté, c'est lui qui fait vivre le dispositif, c'est lui qui enrichit le dispositif, et vous allez voir que c'est vraiment l'âme de Twicté, c'est chaque twictonaute en fait. En fait, nous on est là, on est juste deux twictonautes parmi combien? Beaucoup? Si on compte les élèves, on doit être à 6000. Voilà, donc nous on est là aujourd'hui pour vous présenter le dispositif, on est des twictonautes parmi d'autres twictonautes, on est tous dans un même bateau là et on espère vous emmener avec nous. On va pas développer là-dessus, mais les twictonautes nous ont donné quand même à tous les deux, plus à une troisième personne dont il faut qu'on vous parle aujourd'hui, qui s'appelle Bruno Mallet. Souvent, on est appelé les plombiers, voilà. Et nous, on adore qu'on nous appelle les plombiers parce qu'il y a une posture d'humilité derrière cette dénomination. On peut être peut-être conseiller pédagogique ou on peut se positionner de façon différente par rapport aux praticiens, mais c'est un dispositif qui met à l'honneur les praticiens et c'est ça qui est important. Vous allez le voir dans la dimension collaborative. On aime bien utiliser un terme un peu pompeux de autocatalytique. C'est vraiment les praticiens qui génèrent de la connaissance, qui génèrent de l'expertise plutôt dans ce dispositif. Et c'est pour ça qu'on voulait commencer par ce hashtag. Vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de hashtags dans l'après-midi. D'ailleurs, j'invite les quelques collègues qui utilisent Twitter pendant la conférence d'aller voir du côté des hashtags qu'on va vous présenter. C'est le hashtag fondamental, c'est celui de la communauté. Il n'y a pas d'émergence d'ego dans cette communauté-là. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir aller chercher le talent de chaque enseignant, le talent de chaque élève, et de le valoriser au moment le plus idoine, pour faire en sorte que ce dispositif il avance, et il avance, et il avance, et il avance, et c'est une vraie déferlante. Hop, celui-là, je le coche. Alors, c'est là où nous on aime beaucoup l'imprévu et l'incertain, ça c'est notre ADN d'enseignant. Donc normalement, si je clique sur ce lien, on va voir apparaître le compte officiel, mais je vais plutôt essayer de splitter l'écran. Ah voilà, joli, il est là. Merci Steve. On voulait remercier Steve aussi à la technique, bravo pour son efficacité. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être cette solution qui s'appelle un TweetDeck, donc c'est peut-être pas très lisible, pas très approprié au format qui est le nôtre de présentation très frontale avec un grand écran, mais pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas coutumiers ou accoutumés à l'environnement Twitter, ici on a un fil Twitter, vous voyez,
où toutes les informations concernant le dispositif sont délivrées en temps réel presque, parce que vous voyez, on annonçait tout à l'heure la diffusion en périscope ici, et puis on a aussi le lien pour la diffusion que Patrick propose derrière la caméra. Donc en fait, si on vous présente le compte officiel Twitter qui est ici, qui s'appelle Tweeté officiel, c'est parce que c'est la porte d'entrée pour intégrer le dispositif. Alors ça, c'est à la fois la force du dispositif et peut-être sa faiblesse. Sa force parce que... tu pourras enchaîner avec la faiblesse derrière ? Ouais, on va essayer, on n'a pas très bien scénarisé peut-être l'intervention. Sa force parce que, grâce à un compte qui utilise les réseaux sociaux, on va pouvoir apporter de l'information aux enseignants. Il y a une dimension extrêmement importante dans la formation des enseignants. Vous allez voir qu'on va beaucoup parler de formation des enseignants, mais face à des conseillers pédagogues, j'ai l'impression que ça tombe plutôt bien. C'est la dimension du temps. Le temps, c'est un paramètre extrêmement important qui est fortement corrélé à l'engagement des enseignants dans de l'innovation pédagogique et dans de l'engagement pédagogique. Donc, une des contraintes qu'on a pu imaginer lorsqu'on a développé ce dispositif, c'est de se dire si on veut former efficacement des enseignants, si on veut avoir une stratégie d'encerclement positif pour ramener, fédérer tous ces enseignants et tout leur potentiel, il va falloir que ce soit le moins coûteux possible pour eux. Et le réseau social, c'est quelque chose qui nous permet de leur donner de l'information directement sans qu'ils aient à avoir une démarche de recherche d'information. Ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui jouent vraiment le jeu, on les invite vraiment à activer les notifications sur leur smartphone, ce qui leur permet d'être encore plus au fait du dispositif, de ne pas avoir forcément, en tout cas de ne pas être contraint par une démarche un petit peu statique de je vais devant mon poste de travail, je me log sur ce réseau social-là, je vais chercher les informations. On essaie d'envoyer les informations suffisantes et nécessaires pour ne pas leur polluer l'écran de notification de leur smartphone. Je pense qu'on s'y tient plutôt bien, mais c'est vraiment un des paramètres importants. Après, avec l'inflation des classes et des sollicitations pour intégrer le dispositif cette année, on a trouvé aussi une petite faiblesse à ce réseau social. Alors, quand Tweeté a commencé, elle s'adresse forcément à ce qu'on appelle des tweet classes. Vous êtes sans doute au fait, ce sont des classes qui ont un compte Twitter qui leur sert à publier par exemple des travaux de classe, qui leur sert aussi et surtout à collaborer entre classes à travers la francophonie. Il y a plein de dispositifs qui utilisent Twitter en classe. Et donc, ceux qui s'inscrivaient à Tweeté avaient déjà leur tweet classe et donc étaient au fait du fonctionnement de Twitter. Donc, il n'y avait pas de souci, on les intégrait facilement dans le dispositif Tweeté. Un des biais maintenant, je pense que c'est ce dont tu parlais, c'est qu'on voit de plus en plus d'enseignants qui arrivent sur Twitter, entre guillemets, à cause de la Tweeté, qui viennent nous dire « j'y connais rien à Twitter, par contre j'ai entendu parler de la Tweeté, du travail d'orthographe sur les réseaux, ça m'intéresse ». Donc, un des biais maintenant, c'est qu'il y a des enseignants qui arrivent et on nous demande aussi, entre guillemets, de les former à Twitter. Donc, l'entrée du réseau social, on va beaucoup vous en parler, qui a ses points forts. Il y a aussi un aspect évidemment technique. Puis il y a une autre question, on y reviendra peut-être tout à l'heure. On demande aux enseignants d'avoir un compte personnel et un compte classe, parce qu'on va communiquer évidemment des informations techniques avec le professeur, et le compte classe va servir typiquement à diffuser uniquement les informations qui concernent la classe et la Tweeté. Ça, c'est important ce que vient de vous dire Régis, parce que autant l'année dernière, alors pour vous remettre un petit peu de temporalité, c'est la deuxième année que le dispositif existe. La première année avait été ça fait 2 ans et 2 mois. Ouais, la première année avait été très expérimentale, on était 5. Dont Chantal Rousseau qui est à Vancouver, c'est ça, en Nouvelle-Colombie. C'était très simple à 5, c'était ultra facile. On avait vraiment à se concentrer sur la dimension didactique du dispositif, en tout cas en termes d'accompagnement des autres collègues. Nous, on était très au clair avec les fondements didactiques du dispositif, là où on voulait l'emmener. Cette année, on est plus à expliquer à des collègues comment est-ce qu'on fait pour basculer sur son smartphone ou sur son téléphone. On peut dire, j'ai le droit de dire smartphone ici ? Sur son téléphone malin, intelligent. C'est moi qui suis intelligent, c'est pas le téléphone. Ou pas d'ailleurs. Comment passer d'un compte classe à son compte perso. Donc ça voilà, ça peut, on est de ce côté-là de l'accompagnement, et bien entendu nous en tant qu'enseignants, c'est beaucoup moins. Moi j'ai l'habitude de parler beaucoup d'anglicisme en anglais, donc j'ai honte. C'est beaucoup moins rigolo, c'est beaucoup moins amusant. Allez voilà, allons-y pour amusant. Donc on en est plutôt rendu là sur la dimension
sur la dimension de on amène de l'information aux enseignants. Donc ça c'était pour le compte tweeté officiel. Hop. Aujourd'hui on vous propose un hashtag du coup, tweeté AQPF, donc pour les collègues qui utiliseraient Twitter, n'hésitez pas à utiliser ce hashtag. Ça marche aussi avec le hashtag AQPF ou si vous nous mettez avec le compte tweeté officiel dans vos communications. Le site tweeté.org. Alors là, ça participe de la même logique et je vais laisser Régis en parler. Alors, comme le disait Fabien, au début, on était quelques classes, puis très vite, plus on est de fous, plus on rit. Chaque collègue, chaque enseignant a voulu non seulement s'inscrire au dispositif, mais participer, amener sa pierre. Donc, très vite, on a vu fleurir beaucoup de ressources intéressantes. Vous verrez tout à l'heure qu'on fonctionne par équipe, des équipes de cycle 2, de cycle 3, qu'on appelle chez nous, on vous dira ça tout à l'heure, mais les collègues donc, produisaient des ressources pour les différentes phases de la tweeté. Et donc on s'est dit, là, il faut qu'on puisse à la fois centraliser ces ressources pour les mettre à disposition des collègues. Typiquement, un enseignant qui arrive pour la première fois dans tweeté, aujourd'hui, grâce au site, mais il a accès aux productions de tous les collègues. Alors, je suis débutant, j'arrive, je peux me servir, piocher dans des documents et avoir quelque chose de clé en main, entre guillemets. Par contre, on se rend compte, et c'est là où c'est ce qui nous pousse aussi à continuer ce travail, c'est que les enseignants se réapproprient les outils pour les adapter à leur classe. En fait, on a des élèves du CP, comment ça s'appelle, 5 ans, 6 ans. Voilà, jusqu'à des élèves alors chez nous c'est collège, 15-16 ans, et une part aussi d'élèves en difficulté ou d'élèves 10. Donc les outils, c'est vraiment adaptable par chaque enseignant à son contexte scolaire. Et donc mettre ça à disposition des collègues, c'est un des points qui nous a donné envie d'ouvrir ce site. Le deuxième, c'est de donner de la visibilité à ce qui se passe. On avait ce deuxième biais avec Twitter, c'est qu'on a beau répéter aux collègues, on va vous amener l'information via Twitter. Tout le monde n'est pas fan de Twitter et ça se comprend. Donc on a dit, on va mettre ça en ligne. Et vous voyez par exemple l'onglet en classe en ce moment, quand il y a un tour de tweeté, il y a un calendrier précis, les enseignants peuvent venir ici, ils cliquent, ils retrouvent leur équipe, ils retrouvent le calendrier, ils retrouvent le texte de tweeté qui a été préparé par leurs collègues. Donc ça donne accès à la fois aux ressources préparées, mais aussi aux informations indispensables pour chaque tour de tweeté, pour chaque épisode de tweeté. Ouais, ça faisait partie aussi de la stratégie qu'il a fallu adopter quand on est passé, je vous parlais de 5 classes la première année, on a fait la deuxième rentrée, donc la rentrée 2014 s'est faite avec une trentaine de classes, et cette année on a commencé avec 190 classes. Donc forcément, il a fallu nous, toujours dans une stratégie de formation, là vous avez bien compris qu'on est en tout cas dans un contexte d'accompagnement, comment est-ce qu'on fait pour accompagner 5 classes, comment est-ce qu'on fait pour accompagner 30 classes, puis 190 classes. Donc il y a eu une espèce de boucle rétroactive comme ça qui nous a poussé à imaginer les hypothèses de réponse qui allaient nous permettre à nous deux, alors on a recruté un troisième plombier quand même, Bruno, à nous trois, de pouvoir continuer à gérer élégamment ce dispositif en sachant que ça ne fait pas partie de nos activités professionnelles. C'est peut-être quelque chose qu'on ne vous a pas précisé, tu peux en parler Régis ? Oui, moi j'ai des élèves de 10 ans, donc j'ai une classe à temps complet toute la semaine, c'est 26 heures devant les élèves en classe, et pour toi ? Et moi j'ai des fonctions de formateur mais qui n'ont absolument rien à voir avec Tweeté. Donc l'idée c'était de pouvoir, nous on voulait continuer à travailler avec Tweeté parce qu'il y a un vrai engagement de notre part en termes de formation des enseignants, surtout du côté, on en reparlera, de l'intégration de solutions numériques en classe, mais il fallait pas non plus y passer les samedis et les dimanches parce que nos femmes avaient commencé à faire des valises, des trucs comme ça. Donc on s'est dit à un moment, on va essayer de rationaliser le tout, et j'ai envie de dire c'est tant mieux parce que ça nous a poussé dans nos retranchements et de nous dire quelle stratégie on va utiliser en termes de mise à disposition de ressources et d'outils ergonomiques à destination des enseignants, mais j'ai envie de dire aussi en termes de stratégie de travail collaboratif. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une posture d'humilité qui était nécessaire, en tout cas qui nous tenait à cœur en termes d'effacement, mais la vérité de ce dispositif aussi, c'est que les contenus, ils sont amenés par les praticiens. Peut-être que ça, c'est un point faible du dispositif, en tout cas, là, il est en cours, on est en train de le résoudre, c'est que il y a pour l'instant peu de recherches et il n'y a pas de didacticien sur le coup qui nous accompagne de façon formelle. Mais on se dit,
très bien. Pour l'instant, on amasse du matériau et on a bon espoir à ce qu'on puisse nous associer à des chercheurs ou à des didacticiens qui auront après un réseau, qui auront du matériau pour pouvoir voir ce qui se cache un petit peu sous le capot. C'est bon, on a fait le tour du site, Régis ? Ok. Vas-y, meuble. Une question, mais il y a juste c'est une question drôle. La question drôle, c'est elles sont où les chats de cas? Et deux commentaires probablement d'enseignants qui ont travaillé avec vous. J'ai grandi humainement avec les tweetés. Et quels échanges entre enseignants grâce à la tweetée? Plus qu'une question, là, c'est un témoignage. C'est vrai qu'on est très attaché à la dimension conviviale de la tweetée. Parce que il n'y a pas de jugement dans ce qui est proposé par les enseignants et on a beaucoup parlé ces derniers jours avec Eric, je ne sais pas, non il n'est pas dans la salle, avec Eric Falardeau que vous connaissez bien, du sentiment d'efficacité personnelle. Nous on a détourné cette formule de Bandura du sentiment d'efficacité personnelle en sentiment d'efficacité professionnelle partagée. C'est-à-dire que vraiment avec les enseignants, c'est le fameux oui, on peut le faire, ou le hashtag talent enseignant qu'on utilise beaucoup. C'est-à-dire qu'on se rend compte que nos collègues ont énormément de talent. Beaucoup de talent. Ce sont des professionnels qui sont extrêmement créatifs, qui sont extrêmement adaptables, qui ont une polyvalence assez incroyable. Et on a le sentiment qu'ils ont un cadre d'action qui peut brimer tous ces talents-là. Donc nous, l'idée, c'est aussi de libérer cette énergie-là. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de didacticien ou il n'y a pas de recherche sur le coup. C'est parce qu'on pense qu'il y a une vraie plus-value à laisser faire les enseignants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans le dispositif, d'ouvrir les vannes et de laisser chacun apporter sa créativité et son talent. Et on voit que quand on a cette façon de faire, quand on a une gestion souple d'une communauté d'enseignants, je vous ai dit, on est à 230 enseignants, et bien chacun va trouver sa place dans le dispositif. Je repense à ce que propose Laetitia depuis peu. Laetitia, elle a de vraies compétences en infographie. Et bien rapidement, elle a été identifiée par la communauté comme celle qui peut créer des infographies efficaces pour proposer aux élèves ou pour proposer au reste des enseignants dans le cadre de l'organisation de chaque épisode de Tweeté. On a parlé de Bruno. Bruno, il dessine. Voilà, lui, ce qu'il aime, c'est faire des petites vignettes de bande dessinée. Et bien lui aussi, il trouve vraiment sa place dans le dispositif parce que lorsqu'une classe lui demande, il peut produire ce genre de dessin. Donc, on ne se limite pas à des talents professionnels, mais pour ceux qui connaîtraient, je pense que vous êtes nombreuses, qui connaîtraient les écrits de Ken Robinson, on est vraiment de ce côté-là. C'est-à-dire que l'idée, c'était de proposer aussi un dispositif qui permette à chacun de trouver sa place et de trouver son élément. Donc non, on n'a pas mis les chats de cas parce qu'on nous a dit que c'était too much. Voilà. Donc, on vous l'a dit, l'idée, là, on est passé en introduction sur un peu l'esprit de ce que pouvait être la tweetée. Là, maintenant, on s'adresse à vous, conseillers pédagogiques, et on va aller voir en détail comment se passe étape par étape la participation, la mise en œuvre du dispositif tweeté pour un enseignant et de vous permettre, vous, si vous avez envie, dans l'accompagnement des collègues que vous suivez, de pouvoir leur proposer de façon un petit peu plus experte un dispositif que vous ne connaîtriez pas encore. Tu prends la parole quand tu veux, Régis. Ah bah ouais, quand je te la laisse, c'est ça. L'idée, n'hésitez pas, on va essayer de vous, après une petite vidéo là, de vous faire participer un petit peu artificiellement, mais concrètement à un tour de tweeté. Vous allez, ceux qui ont des comptes Twitter, avec le hashtag tweeté AQPF tout à l'heure, n'hésitez pas, ça va nous permettre justement de le vivre en direct. Tu peux présenter. Alors là, oui, ce qu'on a appelé film promotionnel. Ce film, donc, il a été réalisé par et pour le REFER 2015. Donc vous allez reconnaître une collègue d'ici non, elle n'est pas là, Julie Chandonnet, et une collègue en France, Romance Cornet. Donc on a essayé à travers ce film, les collègues ont été filmés en classe, concrètement avec les élèves, vous allez voir ce qui se passe, et on essaye un petit peu d'expliquer les phases de la tweetée. Et donc juste après, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions, justement, sur les points d'achoppement, sur ce que vous ne comprendriez pas. On va essayer de tout détailler. L'important pour nous, c'est les classes, c'est les élèves en action.
Ces élèves de Savoie s'apprêtent à vivre un voyage orthographique en 140 caractères. Direction Tweeté. Alors bon voyage. La tweetée basée sur la réflexion, virgule. Avec la tweetée, tout commence par une bonne vieille dictée traditionnelle. Dans un second temps d'orthographe négociée, ou plutôt raisonnée, les élèves se mettent d'accord sur un texte de consensus, la tweetée de groupe. Donc, engagé. Là, j'ai mis parce que c'est là. Ouais, moi j'ai mis E parce que j'ai pas pensé au E. Ouais. Ok, donc vous me dites. L'ensemble des tweetés de groupe est envoyé à la classe miroir par voie privée. On ne publie surtout pas d'erreurs d'orthographe sur les réseaux. Donc ce matin, on va corriger les tweetés de la classe, notre classe Scribe. Vous allez rédiger les tweeties, donc relire, corriger la faute, les fautes et expliquer pourquoi ils ont fait ces fautes-là en utilisant le langage qu'on a expliqué en classe. C'est un X? Oui, c'est un X. Ok, ouais, j'avais pas vu ça. En 13, ça prend pas de E. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tweets à faire. Soit le ici on a la place ou pas, sinon on n'a pas la place. Le mot correctement orthographié, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir d'erreur. Un tweetie, c'est une petite leçon orthographique en 140 caractères. Son format, sa syntaxe et ses balises contraignantes invitent les élèves à un maximum de rigueur orthographique. Ça va être validé, là, vous notez correctement et vous justifiez. D'accord? Donc vous réfléchissez bien à la façon dont vous formulez le mot. Là, c'est écrit sans S. Cœur, chaque. Parce que c'est encore singulier. C'est tout singulier. Maîtresse, c'est trois. C'est un corps abdominal. Oui, c'est ça. Moi, ce que je préfère de la tweetée, c'est vraiment les tweets. À cause des tweets, faut que tu laisses aucune faute. À cause si tu laisses une faute, la tweetée au complet vient de se foirer. Les tweeties ainsi produits, validés par les élèves et l'enseignante, sont publiés sur Twitter à destination de la classe Scribe. Une fois les tweeties reçus, les élèves corrigent leur dictée de groupe et leur dictée individuelle. Qu'est-ce que tu as trouvé comme erreur? Cette erreur. Mais pourquoi tu as changé le C en S? Parce que c'est le verbe s'être engagé, c'est avec un S, et la faute sur uni, Oui. parce que le sujet c'est ce qui. D'accord. La façon dont on fait les dictées, c'est plus facile parce que on a nos amis qui nous aident, puis c'est pas pareil parce que c'est les fautes qu'on corrige, genre on s'en rappelle, puis à force de corriger puis de les écrire, ben, on a plus de facilité à s'en rappeler. La tweetée permet à la fois de pratiquer la dictée négociée, d'apprendre à travailler en groupe pour justifier l'orthographe, la conjugaison, et à la fois il y a une dimension de partage avec d'autres classes via Twitter qui est très motivante pour les enfants et à la fois elle les rassure parce qu'ils voient que les autres classes font aussi des erreurs. La tweetée permet aux élèves de synthétiser leurs pensées et de progresser tous ensemble. Plusieurs enrichissements me viennent de l'activité de tweeter. Le premier avantage que je vois, c'est sans contredit l'interaction que je peux avoir avec les élèves. Quand ils travaillent en équipe, c'est facile d'aller travailler avec un petit groupe d'élèves pour aller revoir une règle de grammaire en particulier. L'autre avantage, c'est ça, c'est l'implication des élèves. Les élèves sont contents de travailler des classes qui viennent d'ailleurs, dans le but d'apprendre la langue française, qui est pas si facile que ça finalement à apprendre. Et je vois beaucoup mes élèves, même les moins forts, les élèves qui ont toutes ces difficultés, qui s'impliquent vraiment, qui cherchent, qui travaillent en équipe.
je pense qu'on s'améliore davantage sur écrit, puisque on peut ensuite corriger comme un professeur, puis après ça, on comprend les fautes. C'est ça. Par rapport à une dictée traditionnelle, l'avantage de la TOUCTÉ, c'est que les élèves sont vraiment impliqués. Ils ne sont pas passifs, ils ne sont pas en train d'attendre qu'on leur demande de faire quelque chose et qu'on corrige à leur place. Dans la TOUCTÉ, les élèves deviennent les enseignants, c'est eux qui doivent corriger, ils doivent trouver les explications. Donc, au niveau de l'apprentissage, c'est beaucoup plus efficace et au niveau de la motivation surtout. Ça nous apprend à respecter les autres, oui, à ne pas faire de fautes et au travail. Dans le fond, le principe de la TOUCTÉ, c'est on a mélangé le mot dictée et Twitter. Puis là, ces deux, là, ensemble, ça fait la TOUCTÉ. Puis, c'est tout, on partage tout sur Twitter. On fait la dictée avec la technologie. C'est ça qui est magique. Et il est exceptionnel, hein. Je crois que c'est notre meilleur VRP TOUCTÉ qu'on puisse avoir. Alors, avant de passer à la suite, peut-être si vous avez... C'est très compliqué pour nous parce que ce dispositif, on le connaît bien, on le vit depuis 2 ans, et même si, au travers des retours que peuvent nous faire les enseignants qui débutent, on voit bien où sont les points d'achoppement pour bien comprendre l'articulation des différentes phases et leurs objectifs, n'hésitez pas dès maintenant, au travers de questions que vous pourriez poser, à ce qu'on puisse lever des zones d'ombre qui peut-être vous empêcheraient de bien comprendre ce qui va venir par la suite. Donc, est-ce que ce film du réfère qui présente les différentes étapes du dispositif permettent de mieux comprendre cet enchaînement de phases? Oui, devant l'hystérie collective, je me rends compte que oui. Super, génial. La fréquence d'intervention, la fréquence, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut que le trait soit là. La fréquence d'intervention. Merci beaucoup. C'est une excellente question et là on a réajusté parce qu'on s'est rendu compte, la question que tu poses elle est vraiment très très importante, que si l'espacement était trop long, il s'est relancé. Merci. On s'est rendu compte que l'intérêt des élèves s'amenuisait. Donc il faut vraiment, puisque vous l'avez compris, la dictée, la TOUCTÉ qui est proposée aux élèves fait 140 caractères, donc on ne peut pas passer 3 semaines à corriger une phrase, 2 phrases, 3 phrases qui en tout ferait 140 signes. Donc aujourd'hui on est sur 2 semaines pour l'ensemble du dispositif, avec une 3e semaine de régulation pour, j'ai fait une classe transplantée. Classe transplantée en France, ça veut dire qu'on part au ski, à la montagne, on part faire, je ne sais pas, un stage de théâtre ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment une phase de régulation où chacun peut retomber sur ses pieds, une 3e semaine, et cette semaine charnière, elle permet aussi aux enseignants, on va y revenir, de préparer l'épisode qui vient par la suite. Voilà, donc j'ai envie de te répondre 3 semaines, mais pour les élèves, c'est 2 semaines, avec 1 semaine de battement. Sachant, je rajoute un point, il y a dans le dispositif qui est très très adaptable, vous allez le voir, il y a des fois où on peut être pressé, entre guillemets, et ou choisir de le faire, ce qu'on appelait des TOUCTÉ express, ce qui fait que quand la classe est assez rodée, en quelques jours, un tour de TOUCTÉ peut être bouclé. Donc on peut très bien imaginer un dispositif où quelques enseignants, ils vont travailler ça sur 3-4 jours. Mais c'est vrai que typiquement c'est 10 à 15 jours pour que justement, vous allez voir, les équipes sont assez nombreuses pour que tout le monde ait le temps, dans son calendrier de classe, de passer par les différentes phases. On a Cathy qui a la gentillesse de faire circuler un autre micro. Est-ce que c'est les enseignants qui préparent les TOUCTÉ? Oui, alors oui, ce sont eux, pardon. Et qui jumelent? Est-ce que vous jumelez les classes ou ce sont eux qui... Alors, est-ce qu'on peut se garder tes questions en tête et on y reviendra document à l'appui, d'accord? Ça vient juste après, mais pour ne pas laisser planer un suspense qui serait trop angoissant pour l'ensemble d'entre nous, l'idée c'est, oui, ce sont les enseignants qui créent eux-mêmes leur TOUCTÉ, et tu vas voir que c'est un phénomène assez fascinant, en tout cas nous qui nous fascine réellement, puisque 140 signes, hein, vous êtes d'accord, et vous allez voir le travail que ça représente. Et la deuxième question que j'ai oubliée, c'était, est-ce que si c'est nous qui jumelons? Alors pour l'instant, c'est encore un travail de plombier, parce que on a une conscience
assez fine du degré d'expertise des enseignants qui participent et dans l'appropriation qu'ils ont du dispositif. On a à cœur vraiment d'associer pour chaque tour de tweeter un enseignant débutant avec sa classe, avec un enseignant expert, et puis aussi les enseignants communiquent avec nous via les messages directs, les messages privés, en nous disant cette semaine-là ça va être plus compliqué parce que je dois préparer la fête de Noël ou des choses comme ça, et du coup on tient compte aussi de ces contraintes-là de chaque classe pour pouvoir apparier au plus près des besoins des classes et de leur potentialité aussi. Il y avait une question du collègue. Oui, il y avait une question. Je regardais les hashtags là, qui étaient les tweeties, si j'ai bien compris. Est-ce qu'ils sont évolutifs? C'est-à-dire que les jeunes qu'on voyait là, sur la vidéo, ils avaient un certain nombre de références qui s'appelaient accords, blablabla, peu importe. On peut imaginer que 5, 6, 7 ans plus tard, est-ce que ça peut devenir autre chose? Est-ce que ça leur est fourni? Comment ça fonctionne? Bon, ben, vous faites vous êtes vraiment parfait en question, c'est super question. Le Touti, on va en parler tout à l'heure en détail, c'est le cœur du dispositif, mais c'est une excellente question parce que cette année, il y a par exemple une équipe de CP, donc d'élèves de 6 ans, et on est d'accord qu'à 6 ans, on apprend à lire en même temps qu'on apprend à écrire. Donc eux, par exemple, sont en train de construire leur propre balise de référencement de typologie d'erreurs, qui sont différentes des élèves du cycle 3, des élèves de 10 ans, et donc ce travail-là, on va vous montrer tout à l'heure les différents types de balises qui émergent, mais oui, c'est évolutif, oui, c'est en travail, et Fabien disait tout à l'heure, on a 2 collègues qui se lancent dans une recherche de master chez nous, je ne sais pas si c'est la même chose que et qui donc vont travailler autour du Touti plus précisément, pour voir comment construire les meilleures balises possibles, mais oui, c'est évolutif, la réponse est là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour un même phénomène orthographique, on n'aura pas le même degré de précision. Notamment, je pense à typiquement l'orthographe lexicale et la dimension étymologique de la correction orthographique dans le champ lexical. Bien entendu, avec des élèves de 7 ans, même si moi je suis convaincu qu'on peut parler étymologie à des élèves de 7 ans, hein, mais c'est plutôt une balise qui a émergé du secondaire, la balise étymo, plutôt que des petites classes. C'est-à-dire que les collègues du secondaire ont plus rapidement vu l'intérêt de l'étymologie pour la correction de l'orthographe lexicale. Il en va de même pour tout ce qui est lié aux accords du participe passé. On ne présente pas aux élèves de 10 ans les mêmes situations orthographiques autour de cette balise, donc forcément tu n'auras pas les mêmes balises. On y reviendra, mais il y a un outil qui est extrêmement important dans le dispositif qui s'appelle le Dicobalise, qui est en fait un espace de recherche didactique. Alors, on parle de didactique pour des praticiens, hein, mais eux aussi ont le droit de réfléchir à ce qui peut se passer. Et j'ai envie de dire, surtout eux, ils ont toute la légitimité. Et là, on voit qu'il y a des espèces de batailles design autour des balises, qui sont à la fois design et didactique. Voilà, moi j'ai repéré que mes élèves avaient besoin d'avoir une balise pour catégoriser un phénomène orthographique qu'on travaille dans l'écosystème d'apprentissage orthographique de la classe, l'accord du participe passé pour les verbes pronominaux lorsque le COD est antéposé par exemple, comment je vais nommer une balise, en sachant qu'il y a des contraintes formelles qui font qu'une balise elle ne peut pas faire 25 caractères par exemple. Donc comment faire une balise qui est marquante et qui va réellement être utilisée et qui va être appropriée par les élèves comme un marqueur de métadonnées qui va les rappeler, réactiver à chaque fois la règle en situation d'écriture. Puisque ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que l'intention première, en termes d'objectif pour l'élève, c'est de travailler la vigilance orthographique et surtout du côté de l'orthographe grammaticale. On vient de parler de l'orthographe lexicale, mais surtout du côté de l'orthographe grammaticale, mais on se laisse un point didactique pour la fin de l'intervention après le café, quand sera passé l'heure de la digestion. Voilà. Typiquement, cet exemple-là, Laetitia qui crée des infographies dont je vous parlais tout à l'heure, elle a rejoint, alors Laetitia, je la salue, hein, je ne sais pas si elle suit le périscope, elle a rejoint le dispositif il y a quelques jours, j'ai envie de dire, en tout cas, elle a rejoint ce 11e épisode de Tweeté, et c'est une enseignante qui est avec des petits de cours préparatoires, donc c'est votre première année, des élèves qui sont des apprentis lecteurs, apprentis scripteurs, et c'est un projet dont on vous reparlera, la Tweeté CP, où elle s'est dit les balises ne suffisent pas, et puis on est à un âge où on est encore dans l'appropriation de l'écriture, donc difficile de leur faire produire des écrits métalinguistiques.
tel les Tutti, comme on peut le pratiquer avec des élèves de 9, 10 ans et plus. Donc elle utilise des balises visuelles et elle fait associer la balise visuelle aux Tutti qui seront produits par ces élèves qui ne sont pas scripteurs. Donc on est déjà dans quelque chose dans une réflexion métalinguistique chez des enfants de 5-6 ans, déjà du côté de la grammaire, déjà du côté de l'orthographe, alors qu'ils sont à peine scripteurs. Il y a une référence didactique forte derrière ce projet de TweetTCP. C'est un ouvrage chez La Chenelière que vous connaissez bien, qui s'appelle Les orthographes approchés, avec toutes les références aux travaux d'Emilia Ferrero et des ateliers métagraphiques. Question? Parfait. Une autre question peut-être? Alors on continue. Ah oui, au secours. Alors au secours, pourquoi? Parce que les collègues se sont inscrits à Twicté officiel, le compte qu'on vous a montré tout à l'heure. Les collègues sont allés voir du côté du site, ils ont bien pris connaissance de toutes les ressources. Ils sont même peut-être allés voir le film du référent qu'on vous a montré, et pourtant on reçoit le typique tweet de la classe qui nous dit « J'ai bien fait tout ça, mais je ne sais pas comment commencer ». Et non mais sérieusement, nous ça nous intéresse parce qu'on se dit malgré tout ça, on a du mal à apporter énormément de visibilité sur le dispositif. Donc on va faire comme on peut faire avec ses collègues, on va reprendre point par point pour vous conseillers pédagogiques, puisqu'on a dit qu'on vous livrait une espèce de kit de démarrage du comment je fais. On va aller voir point par point comment on peut s'y prendre. Régis, à toi pour cette première partie. Alors, préparer et se préparer. Donc là, on a notre compte Twitter de classe. On est prêt à se lancer dans le dispositif. Et la première étape, pour pouvoir être à Paris à d'autres classes, on va tout vous dévoiler, l'envers du décor, c'est le document inscription. Donc le document inscription, c'est un simple document participatif, là, via Google. On demande aux collègues quelques informations, vous voyez le nom, prénom du collègue, son compte Twitter personnel. Alors on a eu des questions là-dessus, vous en aurez peut-être. Les enseignants nous demandaient pourquoi 2 comptes? Parce qu'il y a des informations techniques sur lesquelles on va discuter avec l'enseignant et on ne va pas polluer le compte Twitter de la classe. Le compte Twitter de la classe, c'est un compte pour les élèves, a priori. Donc, le compte enseignant, le compte de la classe, l'adresse de l'école. L'adresse de l'école, vous allez voir tout à l'heure, elle est importante pour une chose, la cartographie. Ça permet de situer géographiquement toutes les classes qui participent à Twicté, pas parce qu'on est des fans de géographie, mais un peu quand même, mais parce que, du coup, ça apporte un vrai volet motivation aux élèves de dire, tiens, à ce tour de Twicté, regarde, on va faire une Twicté avec une classe de San Francisco et une classe de Québec. Pour moi, qui suis au fin fond de l'Est de la France, rien que ça motive les élèves et ça leur fait demander, quand est-ce qu'on refait une Twicté? Donc cet aspect motivation, rien qu'avec la cartographie, il est déjà là. Il fait bien l'élève. Merci. Donc le niveau de classe qui va nous permettre à nous, alors avec des équivalents, on a des classes belges, des classes canadiennes, des classes du Québec, ça nous permet de créer des teams, des équipes. Alors, les équipes, donc on vous a parlé tout à l'heure d'une équipe particulière, la team CP, donc pour les élèves de 6 ans, CP c'est cours préparatoire chez nous, et après par cycle, le cycle 2, le cycle 3, le cycle 4. Le cycle 2 c'est des élèves de 6 à 7 ans, cycle 3 jusqu'à 10 ans, cycle 4 pour nous c'est le collège, donc secondaire pour vous. Donc pour apparier ces classes, donc on les regroupe par équipe, vous allez voir tout à l'heure qu'on est par trio de classe, mais si tu peux descendre un tout petit peu, voilà, vous voyez, juste pour voir qu'on a des équipes qui sont beaucoup plus nombreuses, par exemple les équipes de cycle 3, où le travail en orthographe est très important, donc on a une très grosse équipe qu'on va scinder en équipe tout à l'heure de C3, C3+, pour que l'enseignant puisse dire, moi mes élèves, je vais prendre mon exemple, ce qui est plus simple, j'ai des élèves de CM2, je suis dans un quartier populaire, en éducation prioritaire, on appelle ça en France, donc mes élèves ont fort besoin en orthographe et beaucoup de lacunes, donc je sais que c'est peut-être pas la peine qu'on m'apparie à une classe où les élèves seront très bons en orthographe, on va équilibrer un petit peu les choses, donc de ce côté-là, nous, ça nous permet de pouvoir apparier des classes de façon un petit peu homogène. La zone vacances, vous voyez qu'il y a marqué Canada, Togo, et chez nous en France, c'est des zones ABC, qui va permettre aussi de dire, là je repère que les classes qui sont dans la zone B, ils vont être en vacances à telle période, donc ils ne pourront pas faire ce tour de Twicté. Donc vous voyez, des informations simples et concrètes pour permettre la plomberie derrière, pour bien apparier les classes ensemble. Oui, donc vous avez vu, ça c'est
Alors c'est très franco-centré et on s'en excuse auprès des classes qui viennent d'autres pays de la francophonie, mais ça présente un vrai intérêt parce que je pense que nos twictonautes qui viennent des frontières en dehors de la France commencent à bien connaître le fonctionnement du système éducatif français. Et blague à part, on a introduit dans le document, vous voyez, des outils qui sont hyper liés, qui permettent d'aller voir les équivalences de niveau entre le système éducatif québécois et français, idem avec la Belgique, puisque ce sont les deux pays de la francophonie qui sont le plus représentés en dehors de la France. Et vous avez vu, pour la zone de vacances, on demande aux classes extra-françaises d'indiquer les périodes de vacances. Parce que, encore une fois, malheureusement, mais bon, pour l'instant c'est comme ça étant donné le volume de classes françaises, les épisodes de Twicté sont calés sur le calendrier français, mais on ouvre, lorsque ce sont les vacances en France et pas dans le reste du monde, il y a ce qu'on appelle une Twicté buissonnière, et ça c'est un dispositif que l'on aime beaucoup avec Régis, où en fait on laisse les twictonautes se débrouiller. Il n'y a vraiment plus de mainmise de la part des plombiers sur comment on va apparier les classes, des calendriers. C'est aller dans le document inscription ou aller sur votre flux Twitter, repérer une tweet classe qui vous paraît particulière et qui vous a semblé particulièrement sympathique, et allez-y, faites à deux ce que Régis a pu appeler aussi une tweetée en mode express. On est deux et on s'envoie des tweeties, on s'écrit une tweetée, on s'envoie des tweeties, etc. Donc vraiment la porte d'entrée, s'il y a un document à retenir pour vous, si vous dites demain, tiens, moi ça m'intéresse de pouvoir tester avec une classe, de pouvoir accompagner, parce que l'idée c'est ça, c'est vraiment ce document, parce que dans l'entête, vous retrouvez tous les documents qui sont indispensables et nécessaires à « je me lance ». Le kit de démarrage de la tweetée, il est vraiment contenu dans ce document, et c'est pas anodin parce que l'inscription, elle se fait une fois qu'une ligne complète, elle est validée, donc nous on regarde ça, je sais pas, à peu près tous les soirs ou tous les 2 soirs. Là je pense que Quentin, qui est cette classe-là, il n'a pas dû être enregistré, vous voyez, il n'a pas d'équipe à parier pour l'instant. Enfin, il n'a pas d'équipe qui lui a été attribuée, il n'a rejoint aucune équipe. Donc ça veut dire pour nous que c'est une équipe qu'il faut faire rentrer dans le dispositif. Il y a une question, Régis, est-ce que tu veux bien On retrouve où ce document-là? Alors, est-ce que quelqu'un pourrait donner la réponse? Peut-être, on a déjà donné la réponse. À votre avis, où est-ce que vous allez pouvoir retrouver ce document? C'est exactement ça. Voilà. Sur le site, tu as un espace qui s'appelle ressources, je crois, et c'est là qu'on va le retrouver. Alors, et si quand bien même on le retrouve pas, je devrais pas vous dire ça alors qu'on est filmé, eh bien vous envoyez un tweet à Twicté officiel et vous dites je ne retrouve pas le document d'inscription, tout simplement. C'est aussi vraiment l'idée du dispositif. Régis ? Non, et là vous allez voir que c'est loin d'être uniquement les plombiers qui travaillent, vous allez tout de suite avoir la communauté twictonaute qui va vous accueillir, qui va vous donner les bonnes adresses, qui va vous prendre en main. C'est aussi une vraie force du dispositif. Donc quand je ne sais pas, j'envoie un petit tweet de SOS et la communauté fait le reste, prend en main les nouveaux arrivants. C'est aussi une gymnastique professionnelle pour les enseignants de dire je ne sais pas, je ne comprends pas, c'est difficile, je n'ai pas réussi. Vous allez voir que dans les documents de préparation, on a des espaces d'expression, de retour d'initiative professionnelle où les enseignants parlent de leurs difficultés en classe. Moi, je trouve c'est toujours quelque chose qui me touche particulièrement que les enseignants en groupe soient capables aussi spontanément de pouvoir évoquer les difficultés qu'ils ont eues dans des mises en œuvre, dans de la gestion de groupe, dans la compréhension du dispositif, parce que c'est de là qu'il faut partir, de l'expression de besoins et de difficultés. Et je ne sais pas comment les choses peuvent se passer au Québec, mais en France, on a souvent très très peur en tant qu'enseignant d'exprimer ses difficultés, ses limites, ses besoins, et comment est-ce qu'on peut apprendre si on n'est pas dans le partage de ces difficultés-là. Et l'effet collaboratif fait souvent on tombe sur quelqu'un qui va dire « moi j'ai rencontré exactement la même difficulté », et puis c'est de là que vient émerger le fait qu'on puisse aller plus loin dans l'expertise et dans des propositions qui vont permettre à chacun de s'améliorer. Doc inscription, est-ce que c'est bon pour vous ? J'ai l'impression que oui. Alors je vous propose d'aller voir le doc participation qui fait un peu écho au document précédent. Alors le doc participation qui n'existait pas la saison dernière, qui répond à un vrai besoin en termes de clarté et d'efficacité du dispositif. Quand on était assez peu de classes, il était simple de dire en début d'année je m'inscris à Twicté.
Et puis en cours de route, si je passe un tour, je vais dire sur le flux Twitter de Tweeté officiel ou en message privé, ce tour-ci, j'y participe pas. Très vite, on s'est retrouvé perdu avec, par exemple, une équipe dont la classe Scribe ou Miroir, ces fameuses classes à parier, ne participe pas à ce tour de Tweeté, mais n'a pas prévenu les collègues. Donc du coup, il y avait des équipes, des collègues qui se retrouvaient démunis, qui ne recevaient pas leur outil ou leur Tweeté. Donc depuis cette saison, on a mis en place un document intermédiaire après le document inscription, qui s'appelle le document participation, et qui, entre guillemets, contraint le collègue à dire « à ce tour-ci, moi j'y participe ». Donc rien que le fait de cocher une case, de dire « j'y participe », ça engage à participer au tour de Tweeté, et ça permet d'être sûr que quand on va parier les classes, chacun aura ses partenaires. Donc et en même temps, ça fait partie aussi de, Fabien le disait tout à l'heure, de cet engagement et de comment je peux dire, cette implication du collègue à chaque tour de Tweeté. Donc de dire j'y vais pas, et ça permet aussi au collègue de dire moi je m'inscris à Tweeté, est-ce que je dois faire tous les tours de l'année? Non. Si en janvier tu as une sortie scolaire, il suffira de ne pas t'inscrire dans ce doc ou de mettre de ne pas le valider, tu ne participes pas. Donc c'est aussi ce qui nous tient à cœur, d'être très souple. Il n'y a aucune obligation à aucun moment. La seule, c'est d'être clair, de dire quand je participe pas, mais je m'engage à rien sur l'année ou à long terme, même si nous on est persuadés évidemment que plus les élèves investissent ce dispositif, la ritualisation va faire que le dispositif va porter ses fruits en termes de vigilance orthographique. Tout à l'heure, on vous a parlé d'une contrainte qui était importante, dont il était important de tenir compte lorsqu'on proposait un dispositif aux enseignants, c'était celui du temps des enseignants. Eh bien là, on a autre chose, c'est proposer un maximum de plasticité, de flexibilité. C'est-à-dire que je m'inscris parce que j'ai le temps, parce que j'ai l'envie, parce que je n'ai pas d'autres projets qui me prennent, ou alors, ce tour-là, je ne m'inscris pas, et du coup, peut-être je participerai au prochain. On parlait de la temporalité, voilà comment on peut s'organiser un petit peu à un tour de Tweeté. Donc sur les 3 semaines, les 3 phases, et puis une semaine de régulation, et on annonce toujours le tour de la Tweeté qui suit. Alors, on vous avait laissé avant la pause avec toutes les phases d'inscription, de participation. Là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec une réponse à la question qui a été posée tout à l'heure par la collègue qui a dû partir entre-temps. Ça va, on n'a pas perdu trop de monde. C'est ce qu'on appelle la phase de négociation. Donc on vous a dit, il y a une semaine de régulation entre 2 épisodes, au cours de laquelle certaines classes ont la possibilité de produire les derniers outils, de faire les évaluations autour de la Tweeté qu'ils avaient sur laquelle ils ont travaillé. Mais c'est surtout un moment important pour les enseignants, parce que les enseignants qui se sont inscrits, qui ont renseigné le document de participation, vont pouvoir travailler ensemble sur un document collaboratif qui va leur permettre d'écrire le texte, de se mettre d'accord sur les textes de la Tweeté. Alors, ce document de préparation, on vous l'a dit avec Régis, c'est un document assez fascinant. Vous allez voir, encore une fois, il se présente sous la forme d'un document de travail collaboratif. Alors, là, vous voyez des solutions qui sont... on vous présente des solutions, on vous a présenté le Twitter comme réseau social, en tout cas comme solution de microblogging. On vous présente cet espace de travail collaboratif qui est bien connu. Il y a des alternatives à ça. Nous, on est afféodé à aucun industriel et on n'a vraiment pas envie de l'être. Donc ça se traduit de 2 façons. Pour le réseau social, c'est une question qui a été posée par la collègue tout à l'heure. L'utilisation de Twitter, nous, on a un garde-fou en France, mais je pense que de toute façon, ça peut être aussi accessible pour les collègues ici au Québec. On a tout un collectif d'enseignants qui sont des maîtres formateurs TIS, des technopédagogues qui ont développé une solution qui est très très proche de celle proposée par Twitter, sauf qu'on est sur une solution en open source, libre, avec un hébergement des données en France. Voilà, donc qui s'appelle BabyTweet et qui va bientôt s'appeler EduTweet. Voilà, donc les collègues qui nous disent moi je ne suis absolument pas d'accord pour rejoindre ou pour inscrire ma classe sur Twitter, pour présenter à des parents d'élèves un projet qui se passe sur Twitter. Nous, on comprend tout à fait ça et on a la chance de pouvoir travailler avec le réseau EduTweet, et la Tweeté est aussi présente sur ce réseau, ce qui permet d'avoir une alternative libre à proposer aux classes. Idem, là vous êtes sur voilà, ce fournisseur de solutions numériques que vous connaissez bien, hein. Typiquement, on vous montre un Google Drive depuis tout à l'heure. Notre ambition, c'est alors peut-être pas de développer notre propre espace de travail collaboratif. On a commencé cette année avec l'équipe du secondaire qui travaille sur
Office 365 pour ne pas les nommer et pour dire que voilà, on est vraiment afféodé à personne et l'année prochaine on a envie d'aller plus loin et de proposer à chaque équipe la possibilité d'aller sur un espace de travail collaboratif différent. On va les nommer, puisque du coup on en a déjà nommé 2. Donc d'aller du côté d'Evernote, mais aussi de Framasoft, qui est une solution libre, un petit peu comme EduTweet. Et puis en France, on a un réseau social dédié aux enseignants qui est utilisé aussi comme espace de travail collaboratif, qui s'appelle Via Educ. Mais, et là j'en vois, je ne sais pas si François Catala nous écoute, mais l'idée c'est que pour l'instant il est réservé aux enseignants français qui ont une adresse académique et les gens qui travaillent sur Via Educ nous disent que ça va s'ouvrir et on attend vraiment ça pour pouvoir proposer aussi Via Educ comme espace de travail collaboratif pour ne pas justement proposer toujours une solution notamment autour de Google. Je sais pas, Si, je rajouterais peut-être un point, ces espaces de travail collaboratif qui sont utilisés par les enseignants, certaines classes d'élèves d'un certain âge les utilisent aussi, peuvent aller par exemple, vous allez voir tout à l'heure, copier leur texte de tweeté dans le document, mais d'autres enseignants ont choisi de le faire eux-mêmes, donc ça veut dire que par exemple, typiquement, des élèves peuvent ne jamais travailler via un document Google si c'est un choix de l'enseignant. Donc il y a vraiment une liberté totale là aussi, c'est aucune obligation d'aucune sorte. Régis, je te laisse commenter le document de préparation. Alors ça c'est le document de préparation de la TUICT 11, on retrouve une citation de notre ami Bruno Mallet, qui est encore une fois un dessinateur, le plombier, un infographiste dans l'équipe. Donc c'est le document préparation, vous voyez qu'il y a des mots là précis de vocabulaire. Donc c'est par ici, et on répond à la question de tout à l'heure, que les enseignants vont collaborer pour créer le texte de TUICT. Donc vous voyez qu'au départ, les participants, au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils mettent leur nom, ils choisissent une couleur pour qu'on puisse les reconnaître, et donc ils se lancent. Ils se lancent dans le texte qu'ils vont vouloir proposer à leurs élèves. Ils se lancent pas n'importe comment, ils se lancent par rapport à leur progression de classe, par rapport aux points orthographiques qu'ils ont envie de faire travailler à leurs élèves. Et donc vous voyez que là, il y a, je sais pas, j'ai pas compté, une vingtaine de participants pour un texte de 140 caractères. Alors nous, ce qu'on adore regarder là derrière, et on y participe dans nos équipes respectives, c'est un enseignant se lance, propose un texte, et puis ça va négocier, ça va discuter sur les points orthographiques, et sur le détail, et sur la place de la virgule. Est-ce qu'on mettrait pas plutôt là un participe passé? Donc le moindre détail, c'est passionnant à voir, et c'est passionnant aussi à participer en tant qu'enseignant, que oui, le texte est très court, et on pourrait se dire, on pioche pourquoi pas piocher un texte, une citation connue? Non, les enseignants produisent le texte dont leurs élèves ont besoin. Il y a une part de lâcher prise parce que, évidemment, si je fais partie de l'équipe du cycle 3 et que je participe à ce document, j'aurais vraiment envie de faire le texte pour mes élèves. Mais on est en équipe, il y a une part de lâcher prise, de collaboration. Si je veux faire ma dictée tout seul dans mon coin, oui, je propose mon texte, mais là on est dans un dispositif justement qui promeut d'autres valeurs, donc on essaye de se mettre d'accord. Et vous allez voir que on part d'un texte, on part avec discussion sur chaque petit détail pour arriver. Tu peux dérouler un petit peu. Je déroule. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure peut-être. Alors ça, on est sur les besoins des enseignants. Vous avez vu, il y avait une partie qui était dédiée à. Je fais le bilan de ce qui s'est passé la fois dernière. Une autre partie, vas-y Régis. Alors, quand je dis discussion, il y a vraiment des arguments. On est des professionnels de l'enseignement, donc tout est argumenté. C'est passionnant à lire si vous avez l'occasion. Encore une fois, tout est libre. Tous les documents sont accessibles par tout le monde. Rien n'est fermé, donc vous pouvez aller voir les documents qui correspondraient peut-être aux classes au niveau de classe avec lesquelles vous auriez envie de participer. Donc à lire, c'est très intéressant. Et donc on arrive à une proposition à un moment. Je ne sais pas si on va la voir. Elle arrive. Donc vous voyez que ça négocie dur entre enseignants. C'est Yannick Choulet qui se lance avec une première phrase, donc je pense que c'est très courageux de sa part. Lui, il dit voilà, moi je propose cette phrase. Et ensuite, je vous laisse un petit peu de temps sur cette page, mais l'idée c'est que vous puissiez bien voir comment les choses s'enchaînent. Elles se régulent d'elles-mêmes. Donc Régis parlait de lâcher prise. C'est vrai que ça demande une vraie bonne dose de lâcher prise pour tout le monde. Et vous allez voir comment on arrive finalement au produit final. Je me permets de dérouler pour que vous puissiez. J'ai l'impression que juste visuellement, ça va vous donner. Excusez-moi, ça va vous donner un petit peu l'idée. Alors là, on a Catherine qu'on salue aussi,
Régis, tu vois ton double doigt, c'est pas une pour dérouler. Catherine, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, elle s'est désignée modératrice de ce groupe-là, c'est-à-dire que c'est elle qui va retenir des propositions, relancer s'il y a encore des questionnements. Et puis là, vous avez vu, elle utilise des copies d'écran parce que quelquefois, on a des collègues qui, pris par l'enthousiasme, nous proposent des tweets qui font 644 caractères, ce qui ne rentre pas dans un tweet, bien évidemment. Donc, on travaille avec des copies d'écran. Et puis on arrive finalement, du coup j'ai peur, donc on est à 15 pages quand même. Et oui, c'est... Donc nous on les lit pour savoir ce qui s'y passe. C'est pour ça qu'il nous fallait, pour 140 caractères, oui, 15 pages d'argumentation didactique, en sachant qu'il y a une charte en amont avec un certain nombre de règles de bienséance, parce qu'on s'est rendu compte à certains moments que ça pouvait chicaner un peu fort. Donc on leur a dit, on se calme quand même, et puis voilà, comme disait Régis, on ne peut pas avoir la tweetée pour sa classe à ce moment-là, donc il faut être aussi dans une forme de compromis didactique, j'ai envie de dire. Alors je ne sais pas, ça se finit pas par une infographie là? On vous montre un exemple entre guillemets peut-être extrême, mais pour vous montrer qu'en fait tout est travaillé jusqu'au bout, jusqu'au moindre détail en fait, par les collègues eux-mêmes. Et arrive un moment, donc voilà la phrase retenue, c'est... Plutôt que chasser de cruelles sorcières et d'affreuses momies, nous traquons les erreurs des tweetés et apprenons ensemble à les corriger. Donc tout ça, ça va être tout ce que vous avez vu, les 17 pages. On arrive finalement à ces 140 signes-là, qui sont une synthèse des besoins des classes, des progressions qui s'harmonisent au fur et à mesure. Il y a quelque chose un phénomène assez étrange, qui n'est pas étrange, c'est que ces classes qui participent à la tweetée vont harmoniser dans une même équipe leur progression dans les apprentissages orthographiques. Ils s'autorégulent et ils voient où chacun de nous, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Régis. Hein, j'en étais aux homophones, il en était aux homophones, et depuis on ne s'est plus jamais quittés. Voilà, donc c'est vraiment des documents assez passionnants, vous qui êtes conseiller pédagogique et en français de surcroît, de voir comment les enseignants investissent le champ didactique. Souvent on se pose la question, on se dit voilà, les praticiens ils sont du côté des gestes professionnels, c'est leur préoccupation. Nous on aimerait bien, étant donné qu'on a fait un pas de côté par rapport à la classe, on aimerait bien les ramener du côté de la réflexion didactique, tout en sachant qu'ils ont ces contingences très pratiques et très professionnelles. Et là, ces praticiens, ils font la démonstration qu'ils sont aussi passionnés de didactique et qu'ils sont tout à fait capables, tous ensemble, de réfléchir à la production d'un outil orthographique aussi pertinent que celui de cette tweetée, de ce texte tweeté qui est proposé in fine. Cathy. Alors, cette phrase, elle est rédigée par des élèves de quel niveau ? Alors là, on est sur l'équipe C3, donc cycle 3, et on est dans l'équipe cycle 3 normale, qui n'est pas la cycle 3+, donc on est entre le CM1 et le CM2, donc des élèves de 9 à 10 ans. Voilà. Alors, à savoir que c'est que des points orthographiques au programme, évidemment. Hein. C'est pour ça que ça négocie dur pour faire rentrer tout ça. C'est que s'il y a des éléments orthographiques qui sont dans votre programme, mais qui ne sont pas dans le nôtre, pour une même équipe associée, j'imagine que c'est dans la négociation qu'on apporte le point? 2 éléments, oui, c'est dans la négociation qu'on apporte ces choses, et ça n'empêche pas non plus d'adapter un petit peu peut-être le texte à sa classe. Il y a une équipe, par exemple, qui participe à ces 10 mois 10 mots, je crois, où il y a des mots de la francophonie et qui ont essayé justement d'inclure des mots typiquement français dans une tweetée aussi adressée à des élèves de Québec, par exemple. Ça permet de faire travailler peut-être ces choses-là aussi, en dehors du contexte. Je me souviens que l'année dernière, on avait même émis l'idée c'était vraiment quand les classes québécoises ont commencé à investir le dispositif. Et vous le savez, hein, il y a énormément d'expressions qui ne s'emploie pas dans les 2 français, et du coup d'avoir une tweetée Québec, c'était quelque chose que nous on avait adoré parce que ça permettait d'aller aussi explorer de ce côté-là de l'Atlantique ce qui se passait dans le français et vice versa. Je me souviens d'un texte de tweetée qui disait la classe ne participera pas au prochain défi parce que nous faisons le pont. Et alors là on a eu les tweets des collègues québécois qui disaient mais faire le pont, ça veut dire quoi concrètement? Faire le pont en français, ça veut dire lorsque 2 jours sont fériés et qu'entre ces 2 jours-là, où
lorsqu'il y a un week-end, une fin de semaine, puis un jour qui est travaillé, puis un jour férié, faire le pont, ça veut dire ne pas travailler le jour qui normalement aurait dû être travaillé. Et du coup, on voit les réactions des élèves comme celles des enseignants, et ça crée aussi des ponts et des liens entre nous. Et nous qui vivons une expérience Québec depuis quelques jours, on est d'autant plus convaincus que c'est important de le faire et de donner cette vraie cohérence à notre francophonie. Voilà, pour le moment un peu... Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce document préparation ? Peut-être ajouter que, et si je suis trop timide, parce que c'est ce qui nous a été dit en off, je suis trop timide pour participer à ce document de préparation. Deux choses, un mot qu'on aime bien, c'est souplesse. Si j'arrive dans le dispositif, d'ailleurs je rappelle, on a une question à la pause, on peut s'inscrire à n'importe quel moment au dispositif, on vous disait tout à l'heure, c'est en début d'année, à n'importe quel moment dans l'année, par exemple, tiens là, l'année a commencé, je veux m'inscrire au prochain tour de TUICT, je m'inscris. Si je débute complètement dans le dispositif, rien ne me force à participer à l'élaboration du texte. Je peux très bien dire, pour l'instant j'y vais doucement, je prendrai le texte final que les collègues ont proposé, et c'est celui-là que je vais utiliser en classe. Voilà. Mais après on n'hésite pas à se lancer, on voit très vite que les collègues, ils arrivent dans le dispositif, je participe, je mets ma petite pierre à l'édifice, et encore une fois, la communauté est vraiment accueillante, mais vous le verrez en allant voir même sur le fil Twitter, qui vont prendre par la main, expliquer un petit peu les choses, et tout se passe vraiment en douceur. Il ne s'agit surtout pas de dire, ils s'en rendent vite compte, si on a un collègue qui vient en disant, moi je veux absolument qu'il y ait ça dans mon tour de TUICT, les collègues vont le prendre en main, expliquer les choses, que c'est pas comme ça que fonctionne le dispositif, et ça se passe tranquillement, en mode collaboratif. Ouais, l'autorégulation par les pairs, c'est un excellent levier. Et là où on aimerait être un petit peu prescripteur, ça nous arrive pour de vrai, puisqu'on est entre nous et que personne ne nous écoute. Parfois, on a cette tentation de la prescription, de dire, nous, on aimerait que ce soit comme ça et pas autrement. Mais en fin de compte, on se rend compte que la régulation, elle se fait. Il y a une masse critique d'enseignants, il y a une masse critique d'intelligence collective, et ça fonctionne à tous les coups, et les choses se régulent, et on n'a pas besoin d'être dans une posture de prescription. Mais ça, c'est vraiment l'ampleur du dispositif et l'investissement des collègues qui l'autorisent. On avait pas, oui, de préparation. Alors la cartographie, Régis, qu'est-ce que c'est que la cartographie ? Alors on en parlait tout à à l'heure. part un objet numérique qui m'empêche de dormir, souvent. Alors c'est le cartographe officiel, on peut le dire. Donc la cartographie, on vous en disait quelques mots tout à l'heure. Une fois que le document d'inscription est validé, que le document participation est coché, en fait, un des avantages des outils dont on a parlé tout à l'heure, mais qu'on peut trouver sous d'autres formes, c'est qu'on peut générer assez facilement une cartographie des classes qui participent. Donc elle permet quoi ? Elle permet, par exemple, je repère ma classe, on repère, je sais pas, une classe la tienne ? par ici, non, une classe par ici. On va la mettre là, parce que... Donc je connais le compte Twitter de ma classe, je tape, je la retrouve, au hasard, pas forcément la mienne, non ? Ouais, mais je veux voir, voilà, la classe de Régis, c'est cette classe-là, donc admettons Régis veut savoir avec qui il est. Voilà. Donc elle permet de voir... si, ça fout. Voilà. Donc les informations des classes, ce qui est important en fait, c'est en bas, c'est quelle sera ma classe scribe et ma classe miroir. On peut en dire quelques mots, on n'en a pas encore parlé. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il y a des équipes très nombreuses, mais en fait, dans le concret de chaque épisode de TUICT, on fonctionne par 3 classes. Par exemple, voilà ma classe à ce tour de TUICT. La classe scribe, donc scribe, écrire, ma classe scribe, donc c'était une classe, la classe de François Lamoureux, qui est de San Francisco, c'est la classe qui va nous envoyer leur TUICT à corriger. Donc la classe de San Francisco va m'envoyer ses TUICT de groupe. Ma classe miroir, c'était la classe de Bruno Mallet, justement, dont on parlait aussi, c'est la classe à qui ma classe va envoyer ses TUICT. D'accord ? Donc, j'envoie les TUICT de ma classe à ma classe miroir, qui en échange va m'envoyer, on va en parler tout à l'heure, les TUTI, les corrections orthographiques qui font peur à tout le monde et qu'on va démystifier tout à l'heure. Et donc, on fonctionne par trio, comme ça. Donc, ce qui fait que ça démystifie aussi les choses, parce qu'on se dit, il y a 200 classes, moi je vais m'inscrire là-dedans, et s'il y a un pépin, je bloque tout le monde. Non, on est par trio. C'est là où le génie du cartographe intervient, parce qu'il connaît bien chaque classe, et il va apparier les classes d'une façon en fait jamais au hasard. Il disait tout à l'heure, il y a cet aspect de je vais essayer d'associer peut-être entre guillemets un expert avec un débutant en TUICT, et 2 aussi l'effet, j'en parlais tout à l'heure, de motivation. Moi je sais que depuis le début que je participe au TUICT avec mes élèves, le fait de savoir qu'on travaille pas avec la classe juste à côté, mais ne serait-ce qu'une classe à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, ça participe vraiment fortement à la motivation.
Après, on peut imaginer d'autres choses, hein, évidemment. On travaille la géographie, on travaille la culture. Voilà, ça engage aussi les classes à communiquer entre elles. Question sur la cartographie, peut-être? Parfait. Continuons. Alors, là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va vous faire vivre une expérience immersive. On va vous mettre dans la peau des élèves qui pratiquent une tweetée. Voilà. Donc la première phase, vous l'avez vu tout à l'heure dans le film qui a été présenté avec Julie et Romance, c'est la phase de production. En fait, je vais encore employer un mot, je vais dire détourner, pas hacker, hein, parce que sinon personne ne va me parler dans ce congrès. Donc l'idée première, ça a été vraiment de détourner l'exercice de la dictée. Je ne sais pas comment est le contexte ici au Québec, mais en France, la dictée c'est don't touch. C'est vraiment, on ne touche pas à ma dictée, on pourrait être. Donc l'idée c'était si on voulait travailler l'orthographe, de s'appuyer sur un objet culturel qui fait partie du patrimoine et de la tradition scolaire et qui parle à tout le monde. Travailler l'orthographe à partir de la dictée de façon formative pour les élèves, c'était un vrai challenge et c'est ce qui a été dit en off tout à l'heure, c'est quelque chose qui reprend des dispositifs et une inspiration qui existe depuis longtemps, qui est celle des dictées innovantes. Donc l'idée c'était vraiment de s'inscrire dans ce courant des dictées innovantes et d'utiliser la dictée pour dire on va du côté de l'utilisation de réseaux sociaux et de nouvelles solutions, mais on est juste dans une forme évolutive d'un travail ancestral, j'ai envie de dire, autour d'un objet culturel et scolaire qui est bien identifié par tout le monde, par les enseignants, par les élèves et par les familles, mais tout en y mettant cette dimension formative. Donc la phase de production, on va vous proposer tout de suite, alors, 2 types de participants en fonction de votre équipement. Régis? Alors, ce qui serait génial, c'est ceux qui ont un compte Twitter, on va vous passer un texte, une dictée, très courte, hein, évidemment, 140 caractères maximum. Ceux qui ont envie de participer, ce serait bien que vous, par exemple, nous envoyiez le texte, ou le papier, via un message privé. Oui, un message privé à Tweeté officiel. Vous écrivez un message parce que tout à l'heure, Régis le dit dans le film du Réfère, il n'y a jamais de publication d'erreur sur les réseaux. Tout se fait en cachet. Ce qu'on publie après, c'est les tweeties, donc les outils orthographiques pour se corriger, et puis les dictées une fois qu'elles sont corrigées par tous. Mais jamais d'erreur orthographe publiée de façon visible et accessible à tous. Donc ce qu'on vous propose là, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la plupart des cas dans le cadre du dispositif réel, mais si vous avez un compte Twitter, on vous invite à nous l'envoyer. Je crois que le compte est ouvert sur Tweeté officiel, donc vous nous publiez la phrase que vous proposez, l'orthographe que vous proposez de cette phrase sur le compte Tweeté officiel, peut-être en l'ayant écrit déjà sur le papier. N'hésitez pas à vous mettre peut-être dans la peau de vos élèves et d'imaginer peut-être les erreurs qu'ils pourraient faire aussi pour la phase suivante. Et vous sentez l'angoisse monter en vous déjà en se disant mais si je fais une erreur là-dessus, ça aussi, c'est ça l'expérience immersive du scripteur. Et c'est une dimension importante sur laquelle on reviendra. Donc là, Steve, tu me confirmes qu'on a du son à ce moment-là. Super. Donc, une tweetée, comme elle pourrait être publiée, ça va aller très vite. On compte sur vous. C'est parti. La tweetée qu'ils se sont préparés convient à tous. Point final. Voilà, on va la remettre une deuxième fois. La tweetée qu'ils se sont préparés convient à tous. Point final. La tweetée qu'ils se sont préparés convient à tous. Point final. Oui, avec le @tweeté officiel. Enfin, si tu veux le mettre en libre, mais nous on préférait que tu l'envoies par message privé. Tu vois, tu l'envoies en message privé. Donc on vous rappelle, le compte c'est @tweeté sans l'accent aigu sur le premier E, tweeté officiel. Mais pour envoyer un message privé, il faudrait que le compte Tweeté officiel soit abonné à ça, non? Non, on est ouvert. D'accord. On est open.
La situation, elle est quand même extrêmement insécurisante, je trouve, mais comme tout acte orthographique. Juste un petit point, une digression sur l'origine des tweetés, on y reviendra peut-être si on a du temps. Les tweetés, c'est d'abord un dispositif qui s'est adressé à des élèves à besoins spécifiques. L'idée derrière la tweetée, c'est qu'effectivement, ce système orthographique, il est extrêmement complexe à maîtriser, mais en plus, il y a une espèce d'effet pervers dans lequel on pense que l'élève sait que de toute manière, il ne pourra pas maîtriser l'ensemble de cette complexité. C'est extrêmement compliqué pour lui à gérer, et du coup, ça le met dans une situation d'insécurité qui peut-être vient aggraver le fait que c'est difficile d'écrire et que c'est difficile de bien orthographier. Donc tout ce contexte d'écriture, il a été aussi pensé pour accompagner l'élève, le rassurer, pour lui permettre, j'ai envie de dire, de donner le meilleur de lui-même en tant que scripteur, en dépouillant tout l'acte d'orthographier de toute cette partie anxiogène. Elle existe, là en plus on vous demande de publier en direct, mais peut-être que le fait d'écrire seul, puis à plusieurs, puis de publier, puis de recevoir des outils qui viennent de pair, tout ça, ça contribue à faire en sorte qu'on puisse l'accompagner vers un sentiment d'efficacité personnelle, comme on l'a dit tout à l'heure. Régis ? Ah, le document récolte. Là, on vous a fait nous envoyer vos productions de groupe, parce que si vous vous rappelez du film de tout à l'heure, prenons l'exemple, j'ai une classe ici, chaque élève a d'abord écrit sa dictée individuelle sur papier, hein. On parlait de dictée traditionnelle. Ensuite, en groupe, ils ont négocié, donc ils ont comparé leur production individuelle pour en tirer les forces, et aussi pour négocier autour des points sur lesquels ils ne seraient pas d'accord. Alors quand on dit négocier, c'est avec des outils. En classe, il y a des affichages de classe, des cartes mentales, des leçons dans les cahiers, peut-être certains outils de conjugaison. Donc ils ont le droit de consulter ces documents. Le but, c'est de proposer une dictée de groupe avec le moins d'erreurs possible. Et on reconnaît typiquement que généralement, dans un groupe qui fonctionne, en tout cas la dictée de groupe, elle comporte nettement moins d'erreurs que chaque dictée individuelle. Donc on voit déjà là qu'il y a un pas de franchi par les élèves. Ces dictées de groupe, ce sont celles-là qui vont voyager en cachet, puisqu'il reste généralement quand même des erreurs, qui vont voyager à la classe qui va devoir en échange proposer des outils pour corriger. Et elle passe par où? Elle passe par un document de récolte. Donc là, on a un exemple, par exemple, les dictées de groupe de la classe CM2 Kérinou à destination des CE2, CM1 RAV, donc appareillement de classe. 8 groupes, pas un choix arbitraire, vu les classes, normales, standards, 20, 30 élèves, on peut dire. Donc on arrive généralement à faire 8 groupes. Mais encore une fois, souplesse, il y a des classes très peu nombreuses qui, par exemple, ne peuvent faire que 4 groupes, et il suffit de doubler les dictées à envoyer à la classe miroir. Excuse-moi Régis, qu'on soit bien d'accord, ça c'est un document qui est manipulé essentiellement par les enseignants, et pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a des erreurs d'orthographe dessus, et que vous savez qu'il y a, c'est une question qui revient de façon récurrente sur la fréquentation, le fait que des élèves puissent être mis en contact avec des erreurs orthographiques. J'ai envie de dire mesure de précaution, moins on les met en contact avec des erreurs orthographiques, et mieux c'est. Donc j'ai envie de dire, ça peut être, moi je recommande, j'ai pas à recommander quoi que ce soit, mais je pense que l'écriture sur ce doc, il est important que ça soit fait peut-être par l'enseignant plutôt que les élèves, pour qu'ils ne soient pas influencés justement par l'orthographe et parfois la mauvaise orthographe des autres groupes. Cela dit, on a une enseignante récemment qui elle fait le choix de faire taper dans cet espace-là ses élèves, et elle disait que la phase de négociation orthographique, elle se poursuivait à ce moment-là. Parce que imaginons l'élève du groupe 2, et qui commençait à taper sa phrase et qui va lorgner du côté de la précédente et qui dit mais qui est dans le groupe 1? Tiens, c'est Monique et Cathy. Il me semble que vous avez oublié le S là, juste au-dessus. Et du coup, bien sûr, les choses nous échappent, elles se mettent en branle, mais in fine, ce qu'on veut, c'est que les élèves soient dans cette négociation orthographique-là. Donc, peu importe le moment où ça peut arriver. Mais principalement, ce qui est important de vous dire, c'est que c'est quand même un espace de travail pour les enseignants, parce que après, en fonction de la façon dont je vais débuter la phase qui va suivre, celle de production de outils, c'est des phrases que je vais pouvoir copier-coller pour mettre sur un document de traitement de texte, pour imprimer, pour redistribuer aux élèves. Donc ça, c'est vraiment, on l'appelle le doc récolte, le document de récolte, c'est un document de dépôt, et après on récupère ces phrases-là,
ou d'autres, parce qu'il y a des accidents de tweeté aussi, un collègue qui tombe malade, qui ne peut plus prendre la classe, si je n'ai plus ma classe scribe qui va m'envoyer des textes, peu importe, je vais aller chercher, vous voyez, il y en a beaucoup, je vais pouvoir aussi me faire moi une espèce de pot pourri des phrases avec des erreurs qui m'intéressent particulièrement pour les proposer aux élèves de ma classe et à leurs besoins. Donc là aussi, Régis parlait de souplesse, on retrouve toute la souplesse qu'autorise ce mode de travail collaboratif. Des questions? Non, il m'a semblé voir des... Oui, pardon. Oui, là, vous avez pas mal répondu. Je me demandais, une fois que les petites équipes ont négocié la tweetée, est-ce qu'on a une tweetée classe qu'on envoie ou on envoie plein de phrases d'orthographe différentes? Là, je voyais que c'est le cas. Fait qu'il faut s'entendre avec la classe miroir ou scribe là, pour qu'on ait le même nombre d'équipes. Fait qu'on fait, supposons, 5 équipes, puis ça veut dire que l'autre classe va recevoir 5 phrases avec des graphies différentes. Je disais tout à l'heure, et tu le voyais dans le document, typiquement 8 groupes. Si dans ta classe tu as que 5 groupes, et par exemple tu as tweeté 5, tu as tweeté 4, tu as tweeté 3, tu vas la doubler pour en avoir 8. Il arrive très souvent à 8 groupes, c'est pas arbitraire, ça colle à peu près à toutes les classes. Si on en a moins ou plus, on double ou on enlève. Il y a pas de... Donc là on est très libre aussi. Ça enlève une contrainte de dire j'ai que 5 groupes, je vais pouvoir être apparié que une classe où il y a 5 groupes. Non, pourquoi? Il suffit de doubler les tweetés au besoin ou d'en enlever au besoin. Donc là, c'est au choix de... Évidemment, toujours transparence et discussion, tu l'indiques à ta classe partenaire. Moi, j'ai que 5 groupes, donc il y aura des tweetés doublés avec évidemment les mêmes erreurs dans les tweetés, mais ça ne pose pas de problème, puisque c'est d'autres groupes qui travaillent dessus. Moi, je voudrais juste faire un commentaire, parce que j'ai assisté à la tweetée dans le groupe de Julie Chardonnay l'année dernière. Et c'est vraiment drôle de voir la réaction des élèves qui reçoivent des phrases des autres groupes. Et là, ils se demandent entre eux, mais toi, il y a combien de fautes dans la tienne? Ah, nous, on en a trouvé 3. Ah, nous, ça fait 15, là! Ils sont vraiment en position, en posture d'enseignants, puis ils comprennent ce que nous aussi, on ressent lorsqu'on corrige. C'est très particulier. Voilà. Là, tu parlais de 15 erreurs, Monique, c'est intéressant parce que vous imaginez, là, on va parler encore de masse critique, que sur l'ensemble d'une même tweetée, on va retrouver... je sais pas, moi je dirais entre 8 et 10 erreurs, voilà, qui reviennent perpétuellement. Alors, il peut y avoir des déviances orthographiques très fortes dans les classes spécialisées, notamment, avec des élèves qui ont des troubles cognitifs très très importants. Mais là, on demande aux enseignants spécialisés de caviarder, d'adapter en amont, que ça soit présenté sous une forme de texte à trous, par exemple, pour qu'on ne retrouve pas trop d'incohérences du type correspondance, graphiphonie, qui peuvent déstabiliser énormément des élèves ordinaires. Donc, si on exclut ces particularités-là et sur lequel nous on travaille avec les jeunes enseignants spécialisés, en tout cas les enseignants spécialisés qui entrent dans le dispositif, on est sur un panel de 8 à 10 erreurs qu'on retrouve. Donc il ne faut pas imaginer qu'on va se retrouver sous une déferlante, 2 fois, d'erreurs. Non, mais tu n'as pas exagéré parce qu'on peut l'imaginer aussi, mais si nous, parce qu'on a quand même l'œil, on voit à un moment qu'un enseignant est complètement dépité. C'est arrivé récemment pour tout dire. Il y a une classe qu'on appelle SECPA en France qui est arrivée dans le dispositif et l'enseignante n'avait pas pensé à adapter la modalité de travail sur cette première phase de production et malheureusement ces élèves qui ont entre 13 et 16 ans ont vraiment des difficultés massives dans l'écriture et la classe en face qui était une classe de CM2 d'élèves de 11 ans s'est retrouvée complètement impuissant parce que notamment les types de balises, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment dire lettre son parce qu'il y avait des correspondances graphiphoniques qui étaient déviantes, ça ne rimait à rien et ça n'était absolument pas outillant. Donc moi, j'aurais tendance, et j'ai eu tendance quand j'étais un enseignant qui pratiquait la tweetée, à bien identifier les besoins de mes élèves et lorsque je constituais des groupes, de choisir la tweetée que j'allais leur confier parce que je savais qu'ils allaient trouver l'erreur sur laquelle je voulais qu'ils travaillent. Pour revenir sur les 8 groupes, là ça va peut-être être polémique ce que je vais dire, mais on est parti sur une structure de classe à 24 élèves et on trouvait que sur la phrase de production, c'était intéressant de les faire travailler par 3. À 2, c'est peut-être moins productif. À plus de 3 élèves, le travail collaboratif et la négociation devient compliqué. D'où le 8 groupes, 8 x 3, 24 pour une classe de 24. Mais après, il y a cette possibilité de... Juste un point sur le nombre d'erreurs. Ce que disait Monique, ça répond à une critique que moi j'ai pu avoir dans ma classe. C'est une dictée de 140 caractères. Oui, mais mes élèves, la plupart font 5, 6, 10 erreurs.
dans ce petit texte. À quoi bon leur proposer un texte de 500 caractères avec 50 erreurs qui cognitivement ils n'arriveront pas à suivre, ça n'aura plus aucun sens. Donc évidemment que ça vient s'articuler avec des dictées plus longues, mais ça a un vrai sens de faire des dictées très courtes comme pour mettre l'élève en confiance justement. C'est important ce que dit Régis, on ne l'a pas encore dit et on a vraiment envie d'insister là-dessus. La tweetée, elle s'inscrit dans un écosystème d'apprentissage de l'orthographe. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on voudrait que cette idée s'installe, que la tweetée, elle vient supplanter tout le reste. Elle vient en complément et elle a un objectif très 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 spécifique, c'est celui de travailler avec les élèves la vigilance orthographique, les capacités de révision et le transfert dans des productions d'écrit, et notamment pour les phases de correction quand ils sont dans des productions d'écrit libre. On l'a dit ce matin, c'est une des difficultés qu'on rencontre. Ce n'est peut-être pas le moment pour en parler, mais est-ce qu'il y a un relevé des types d'erreurs qui sont faites par les élèves, une espèce de... Est-ce que vous les enregistrez, est-ce que vous les classez? Tel type d'erreur. Ah oui, touti. Oui. Ouais, je te remercie, ça nous fait vraiment la transition avec la deuxième phase, c'est parfait, mais tu le savais un petit peu. On avait quand même une phrase en suspens là avec notre tweeté, donc on va découvrir ensemble la correction. Voilà, bon, vous ne vous êtes pas fait piéger, hein. Bravo, bravo les profs de français du Québec et les conseillers pédagogiques. Donc là, on avait une vraie difficulté qui était sur l'accord avec le COD, malgré un verbe qui se construisait, un verbe au passé composé qui se construisait avec l'auxiliaire être, mais qui était pronominal et où le pronom ici est complément d'objet second. Derrière, on aurait pu imaginer, le temps file, normalement on aurait dû vous faire produire des outils à partir d'une phrase qui aurait comporté une erreur, mais ce que je vous propose, et pour faire le lien avec ta question qui nous donne l'opportunité d'aller directement sur le outil, c'est de vous proposer ce que pourrait être un outil canonique. Vous êtes d'accord avec nous qu'on imagine que si erreur il y a, bon, cette phrase elle aurait pu être proposée à des élèves de secondaire. L'erreur aurait principalement porté sur l'orthographe du son « et » de cette séquence de lettres. Et bien plus. Je pense à des élèves de ma classe, on imagine que sur les homophones, sur son, sur a, on retrouverait d'autres types d'erreurs évidemment. Mais là on se concentre sur une erreur. Donc le touti, Bruno Mallet, si tu nous écoutes, du fond de ton canapé. Hop. Alors un touti, c'est ça. On va enlever ça peut-être. Nathalie. Comment on procède avec les classes miroirs, par exemple, qui sont en France, quand on n'a pas le même métalangage grammatical? On ne s'est jamais posé la question et ça ne nous est jamais été remonté par les classes, non françaises. Parce que tantôt tu as parlé de complément d'objet second. Mais... Ouais. On l'utilise pas beaucoup, complément d'objet second, complément d'objet indirect. Alors, c'est extrêmement important et j'ai envie de te dire, il n'y a jamais eu d'émergence de cette question. Peut-être parce que dans la team du collège, dans l'équipe collège ou secondaire, on n'a pas d'équipe québécoise, mais à voir quand se fera cette émergence-là. Pour l'instant, on n'a pas de réponse parce que la question, elle ne s'est pas posée. Non, pas que je sache. Peut-être aussi parce qu'en classe, ils font un lien entre la balise et un type d'erreur exprimée autrement en classe. Peut-être. Ouais. Là, tu parles de... C'est vrai qu'on est dans le détail, ici COD apparaît, donc là je découvre avec ton intervention qu'on ne dit pas complément d'objet direct, mais je ne peux pas te répondre là parce qu'il y a vraiment... On ne s'est jamais retrouvé face à cette situation-là. Peut-être parce que la plupart des classes sont à des niveaux où le métalangage reste commun. Par exemple, je pense à la balise homophone qui n'a jamais posé de problème, mais parce que je sais que vous parlez aussi bien sûr d'homophone pour ce phénomène-là. Là, ça doit être vraiment pour des points beaucoup plus précis. Donc on s'en excuse. Par contre, si vous voulez bien nous dire comment est-ce qu'on nomme un complément d'objet direct, Nathalie. Ah d'accord. J'ai envie de dire ça va. Ça va.
Et j'ai envie de dire aussi que j'imagine qu'un enseignant qui reçoit le outil, qui pose la question à l'autre enseignant, qui découvre comme nous sommes en train de le faire, qu'on ne dit pas complément d'objet direct, mais complément direct, et qui va prendre un temps avec la classe pour expliquer que si c'est écrit CD et pas COD, c'est parce qu'au Québec, on emploie une autre terminologie, on vient être dans un processus on raconte une histoire, on donne un fait culturel, et je pense que ça peut créer aussi un renforcement dans l'apprentissage de l'élève. En même temps, ça montre aussi que le discours sur la langue, c'est quelque chose qui existe depuis, ça permet de faire des liens culturels avec l'histoire de la langue, puis le fait que la grammaire évolue aussi, puis tout ça, puis la réflexion sur les faits de langue. C'est intéressant pour les à côté. C'est extrêmement intéressant. Et ça, on n'aurait pas pu le découvrir si on l'avait cherché, tu vois. Et la tweetée, c'est aussi ça. Elle nous amène ces situations-là. Et bon, vous savez à quel point les enseignants peuvent être créatifs et rebondir sur ces situations-là et les intégrer justement pour en faire un nouvel outil didactique ou pédagogique et trouver de nouvelles idées. Régis, tu nous ferais l'autopsie de ce outil, s'il te plaît ? Tout à l'heure, Fabien parlait de outil canonique. Donc là, vous avez la forme typique d'un outil qui est travaillé avec les élèves. La collègue disait tout à l'heure, c'est ce qui peut faire un peu peur. Alors on va démystifier les choses. Vous voyez qu'il commence par le mot sur lequel portait l'erreur, écrit en lettres capitales, sans l'erreur. On va évidemment pas faire un outil en disant le mot ne s'écrit pas comme ça. Non, on écrit le mot sans l'erreur, le tout. Donc on dit comment il s'écrit et on amène la justification orthographique par un quart ou un parce que. Typiquement un quart parce que c'est court et qu'on a 140 caractères. Préciser la séquence de lettres rectifiées ici. Oui. Donc on explicite la correction. Donc s'écrit EE ou se termine par EE ici. Le quart. Et là ça amène forcément la justification orthographique. Et là c'est tout le travail de l'élève et on parlera peut-être tout à l'heure des tweetés de rue où ce travail-là est difficile à faire. Donc il doit expliciter l'erreur. Il ne s'agit pas de dire aux camarades tu as fait une erreur, c'est pas bien et c'est tout, ça s'écrit comme ça. Non, c'est la justification écrite qui prend tout son sens. À l'oral, on peut très vite se perdre. L'élève, il va expliciter l'erreur à un camarade, plus ou moins justement, mais la contrainte de devoir rentrer dans une justification à la fois écrite et de 140 caractères, ça fait un travail de métacognition important. Vous verrez tout à l'heure que nous, en tant qu'adultes, quand on essaie de faire un outil, ça chauffe. On a du mal et c'est un travail qu'on n'a pas l'habitude de faire par écrit. On peut expliciter rapidement l'erreur à l'oral, mais à l'écrit c'est plus difficile. Et donc, les fameuses balises. Alors là, on va enlever juste la balise tweetée à QPF qui est juste pour la visibilité de l'événement. Donc, on précise à la classe à qui on envoie que c'est un outil. Donc, la balise #outil. Et les balises très importantes, l'erreur là est portée sur l'accord d'un participe passé. On va voir les balises tout à l'heure. Donc, le travail de l'élève là, il est 1. J'ai repéré une erreur dans la tweetée de mes camarades. 2. Je vais essayer d'expliciter, de catégoriser cette erreur. D'accord on verra tout à l'heure accord dans le groupe nominal, accord GN, homophone. Donc je catégorise l'erreur. 3, j'explicite cette erreur. Donc quand l'outil est travaillé dans le groupe qui corrige les tweetés de la classe Scribe, on écrit les outils. Alors là, on vous montre que des versions numériques, mais tout ça, ça se passe au papier en fait. Stylo, crayon, il y a ce qu'on appelle les fiches outils. Et donc là, les élèves, pareil, sont en groupe à expliciter l'erreur, à la justifier par écrit. Là, le maître, évidemment, on circule, on relance les choses dans la classe, on montre le lien avec les règles qu'on vient d'apprendre peut-être ou avec les leçons. Donc les élèves, encore une fois, s'appuient sur du concret, sur ce qu'ils ont appris. Et c'est ce qu'on appelle la forme canonique du outil. C'est le Graal de tout Wiktonaute, produire cet outil canonique. Alors plusieurs précisions autour de cet outil. On a tous des pratiques différentes de la tweetée. Moi je pense qu'il est très très important que cette phase de production du outil, elle intervienne après la correction de la tweetée par l'ensemble de la classe. C'est-à-dire que quand on a fait nos hypothèses, chacun a produit un texte à envoyer à la classe miroir. Une fois qu'ils sont écrits, on va avoir une séance de classe qui va être dédiée à la correction collective, un peu comme on le fait dans une dictée négociée. À l'issue de cette phase de correction collective, on a la tweetée qui est corrigée, on a explicité à l'oral tous ensemble les différentes erreurs. Il reste certainement une trace mémoire de cette séance. C'est affiché en classe ou c'est accessible pour les élèves. Et seulement dans un troisième temps, on va leur demander de produire les outils.
Vous connaissez ce concept de pensée design où on va intégrer des éléments de mise en forme, de prise en compte du destinataire de l'objet qu'on va produire. Ici, on est sur un objet didactique qu'il faut designer. C'est là que se joue, c'est ça vraiment le cœur du dispositif. C'est-à-dire que l'élève, il connaît la réponse, il l'a entendue, mais maintenant on lui demande de réinvestir tous ces éléments d'identification de l'erreur et de justification de l'erreur. Et on fait l'hypothèse, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on est seulement au niveau des hypothèses, on fait l'hypothèse que c'est dans la construction de ces justifications écrites autour d'erreurs qui sont clairement identifiées par l'élève que va se faire l'ancrage, et j'ai dit les deux du coup, que va se faire l'ancrage orthographique. C'est là où l'apprentissage se fait. Et bien sûr, tout ça régisse la vie dans un processus de ritualisation, d'automatisation. Et typiquement, j'aime bien parler de cette anecdote que nous donne Nathalie Denenon, qui était au Togo. Elle était en Tunisie à l'époque, où un élève a pu dire un jour, lever la main. Elle avait écrit la leçon de géométrie, et il a levé la main et il a dit... maîtresse, accord GN, pour accord groupe nominal. Donc elle ne s'est pas démontée, elle a dit accord GN, connais pas, ça veut dire quoi? Il lui a dit, bon maîtresse, accord GN, tu sais bien, c'est l'accord dans le groupe nominal, tu as oublié le S à ce moment-là, et il aurait fallu que... Et cette petite anecdote-là, elle montre bien comment, on espère, en tout cas, on a envie d'y croire, comment cette ritualisation autour d'une justification écrite vient permettre de développer les automatismes de révision orthographique. On est toujours sur la vigilance et la révision orthographique. Pas parce qu'on pratique régulièrement des tweetés que le premier jet va être orthographiquement parfait, j'en suis la preuve vivante, mais ce qu'on veut, l'ambition, c'est lorsqu'on est en phase de toilettage orthographique, je sais que Monique aime bien ce terme, ou lorsqu'on est en phase de révision de l'écrit, typiquement dans une situation de production d'écrit libre, l'élève soit capable de convoquer ces automatismes-là pour se corriger. Voilà. Tac, tac, tac. Je crois qu'on est bon là-dessus. Si vous avez des questions autour du outil, peut-être. Normalement, je ne sais plus quelle est la slide qui vient après. La correction. Alors la phase de correction, c'est la correction groupe et individuelle. On l'a vu tout à l'heure dans le film. On va peut-être passer rapidement. Donc une fois que les outils ont été reçus, il y a une phase de correction qui se fait, c'est-à-dire que le groupe qui a produit et envoyé une tweetée à sa classe miroir, fort des outils qu'il a reçus, mais vous avez bien compris, fort des outils qu'il a produits, qui étaient certainement les mêmes outils que ceux qu'il a reçus. Nous, on appelle ça le double effet qui se coule, en rapport à une pub qui avait lieu en France. C'est rigolo parce qu'il rigole, mais quand je l'ai initié au dispositif, c'était quelque chose qui obsédait Régis. Il disait, tu vas peut-être en parler. Ça pose toujours question, en fait, quand on arrive dans Tweeté, on se dit, bon, mes élèves ont reçu, ont corrigé les tweetés des camarades, ils ont produit des outils, par exemple sur l'erreur de tout à l'heure, le et eux, mais alors, je pense que tu l'as pris dans le mauvais sens. Ouais, j'ai pris dans le mauvais sens. Ils ont corrigé leur propre tweeté, on a corrigé en classe la tweetée, ils ont produit un outil pour une classe sur cette erreur, et puis 2 jours après, le lendemain, ils ont reçu des outils sur cette même erreur de leur propre tweeté. Donc ils sont à la fois émetteurs de outils et récepteurs de outils. Donc ce qu'il appelle le double effet qui se coule, il interroge toujours parce qu'on se dit quel est l'intérêt de produire un outil et d'en recevoir un sur la même erreur. Justement, ça participe de la ritualisation et ça participe de l'ancrage, vous n'avez pas fait exprès pour le coup, cognitif de j'ai corrigé une erreur et on m'a corrigé la même erreur. Mais ça décentre aussi l'élève parce qu'il a corrigé l'erreur d'un camarade à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, il n'a pas corrigé sa propre erreur. Donc c'est toujours plus simple, et on le sait en tant qu'enseignant, de corriger les erreurs de quelqu'un d'autre que les siennes mêmes. Donc ce décentrage aussi, il est important du côté de l'élève. Peut-être la formule qu'on utilise, c'est le réseau social donne toute sa raison sociale à l'orthographe. C'est-à-dire que non seulement on a un usage raisonné du réseau social sur lequel on ne publie jamais d'erreur, mais on se rend compte aussi que cet élève qui a le même âge, 1 an de moins, 1 an de plus, qui est à l'autre bout du monde, eh bien il est face aux mêmes difficultés orthographiques que moi, et je m'en rends compte au travers du dispositif. Et ça, c'est extrêmement rassurant. On est tous d'accord sur les règles du jeu, c'est tout aussi compliqué pour tout le monde. Donc, on va bosser ensemble, on va travailler ensemble pour faire en sorte qu'on s'améliore, et encore une fois, tous ensemble. La tweetée transfert, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. La tweetée transfert, c'est une fois le tour de tweetée arrive à sa fin, on a fait notre tweetée individuelle au départ, on a fait notre tweetée de groupe négocié, on a corrigé les tweetés des camarades, on a envoyé les outils, on a envie de savoir
est-ce que les fruits ont porté? Donc, on va proposer aux élèves, encore une fois au choix de l'enseignant, soit la même tuileté, dans l'esprit de André Antibi, de rester cohérent et de rester complètement, transparent sur les objets qui ont été travaillés, ou alors peut-être une tuileté adaptée. Un exemple, il y avait le sujet était au singulier dans la tuileté de départ, je vais peut-être mettre un pluriel. Mais de voir quelle est la marge de progression de l'élève entre la tuileté individuelle du premier jour de tuileté et à la fin, une fois que tout ce travail autour de la grammaire a été fait. Donc nous, ça nous permet de faire ce qu'on appelle une évaluation positive, on parle peut-être de ça, ben voilà, et quoi. Parce que l'idée, évidemment, là, c'est pas de comptabiliser les erreurs et d'aller dans le négatif, c'est de voir les réussites de l'élève. Alors, en termes de typologie d'erreurs, tiens, dans le texte de départ de la tuileté, tu as fait les 3 erreurs sur les groupes nominaux qu'il y avait dans la tuileté. Dans la tuileté transfert, tu n'en as fait qu'une. Donc, il y a vraiment, l'élève voit sa marge de progression. Donc un affichage de classe qui a été produit par Bruno dans sa classe. Là, ça ne concerne pas un élève, ça concerne l'ensemble de la classe, mais vous imaginez très bien comment on peut l'adapter à un élève. C'est-à-dire que plutôt que de lui dire, de souligner les erreurs ou de lui donner une note, typiquement ce qui se produit en France, ce qui est intéressant, c'est d'aller le chercher, de l'accompagner, de réfléchir avec lui, de l'amener à réfléchir à où sont ses zones de fragilité orthographique. Et du coup, on récupère les balises. Donc, les balises, elles ne sont pas nombreuses pour les tout-petits. On doit avoir au maximum, et en comptant qu'il y a des balises évolutives, comme ça a été dit tout à l'heure par la collègue qui posait la question, on doit avoir peut-être une petite dizaine de balises. Vous retrouvez celles qui concernent l'école élémentaire ici. Donc, j'ai oublié un mot, des mauvaises correspondances, lettres-sons, ou adore des accords sujets-verbes, de l'homophonie, etc. Et on peut aller au plus près des besoins orthographiques de l'élève et de façon synoptique, envisager avec lui ses progrès et les difficultés persistantes. Et peut-être que le dispositif de remédiation que vous avez toujours utilisé, vous allez pouvoir encore plus le cibler sur des temps dédiés pour dire il y a vraiment un problème du côté de l'homophonie, lui va s'en rendre compte et c'est ce qu'on va travailler avec lui. Donc l'évaluation positive, elle est importante dans le dispositif. Il n'y a pas de note, il y a juste, regarde ce qui se passe chez toi. Et l'associer à ça, on peut aller voir du côté d'un outil qui a été proposé par Catherine Massico, qu'on salue aussi, qui est une des pionnières de la tuileté et qui porte le dispositif bien haut aujourd'hui dans ses formations. Voilà le type de fiche-outil qui peut être proposé à un élève. On va l'inviter à renseigner au fur et à mesure des tuiletés le nombre d'erreurs en fonction des balises. Et ça donne vraiment une photographie et de ses potentialités orthographiques et de ses besoins. Et du coup, quand il est en production d'écrit, on peut imaginer qu'on va rappeler, on va convoquer ce genre d'outils individualisés en disant méfie-toi, parce que surtout les sons, on, etc., ça va être plus difficile, comme ça a été dit ce matin par Marie-Claude, ça va être plus difficile. Par contre, sur les accords sujet-verbe, tu peux relâcher un petit peu l'attention, continuer à écrire comme tu le fais, puisque c'est quelque chose que tu gères très bien. Typiquement, pour me mettre dans ma position de scripteur, moi j'ai beaucoup de mal avec le son « et » à la fin des mots, et je m'en suis rendu compte aussi, j'ai dû le conscientiser parce que je vis le dispositif tweeté à longueur de temps, et quand je dois relire un mail, typiquement, puisque je pense que professionnellement aujourd'hui c'est vraiment l'espace où on s'interdit formellement une erreur orthographique, je sais que je vais porter mon attention, il va y avoir un surcroît d'efforts cognitifs porté sur les sons « et » à la fin des mots. Donc voilà pour l'évaluation positive. Je crois qu'on en a fini pour ce qu'on avait imaginé être le premier bloc de l'intervention. On se gardait vraiment la partie, mais c'est très bien, je suis assez content de nous, si on peut faire un peu d'autosatisfaction personnelle, parce que cette partie gadget pédagogique, c'était vraiment pour aller avec vous du côté des fondements didactiques de la tuileté, je vous l'avais promis. Donc là, on vous a livré une espèce de kit de démarrage pour peut-être vous donner envie, en tout cas, d'aller voir plus loin. Donc on vous a présenté le compte tuileté officiel qui est une mine, il suffit de remonter un petit peu le flux, vous allez découvrir beaucoup de choses, ou le site www.tuileté.org et de vous lancer dans le document inscription. Voilà. Peut-être à un niveau local, comme ça nous a été dit pendant la pause, ou peut-être aller tout de suite dans le grand bain. Et ce qu'il faut dire aussi aux enseignants, c'est que c'est pas grave de se tromper. C'est aussi ça le principe de la tuileté, et qu'on ne risque absolument rien à se mettre dans le grand bain. On a vu des classes, des enseignants qui ont beaucoup communiqué avec nous en disant je me lance bientôt, c'est sûr je vais me lancer, je laisse passer les vacances, je me lancerai. Et en définitive, on n'a jamais pu les accueillir dans le dispositif parce qu'ils ne se sont pas lancés.
J'ai vraiment le sentiment, Régis, que c'est le plus difficile, c'est de se dire ça y est, je me lance. Et même des enseignants qui sont très très experts, je pense à François dont on a parlé tout à l'heure et qui est une référence pour nous en termes de pédagogie. Il a intégré le dispositif pour ce tour et il a tweeté quelque chose comme « j'ai très peur, demain c'est ma première tweetée » en tant qu'enseignant. Mais je pense qu'il suffit d'un tour de tweeter et je ne sais pas ce qui sera dit par les collègues sur Periscope qui nous écoutent, mais ça rentre très vite, quoi. Voilà, donc je préfère qu'on, peut-être, s'il y a des questions, parce que je sais qu'il faut qu'on le rende l'antenne dans 9 minutes exactement, donc peut-être laisser ce temps pour les 9 minutes pour les questions. L'ouvrage référence, la Bible en termes de didactique, pour comprendre les tweetés, c'est cet ouvrage qui a été publié chez Hatier, donc je sais que via des libraires en ligne, on a tous accès aux mêmes bouquins. Moi, pendant des années, j'ai eu beaucoup de mal à me procurer des ouvrages de la Chenelière, pour ne pas les citer, mais j'ai vu qu'ils étaient partenaires de l'événement, donc je n'ai aucun scrupule à le faire. C'est la Bible, c'est-à-dire que quand on a lu ce bouquin, il suffisait juste de mettre Twitter dedans et on répondait à tout ce que didactiquement appelaient les auteurs de leurs vœux pour la mise en place d'un dispositif. Autour de 5 grands principes pour faire court qui sont... T'es prêt? Ah bah vas-y, commence. Différencier connaissance et mise en œuvre. Oh, pardon, je vous le laisse. Premier principe. L'idée, c'est les élèves, ils connaissent les règles. Qu'on leur fait un exercice basique sur les homophones, sur la conjugaison. Ils connaissent les règles, ils les ont apprises. Sauf que les mettre en œuvre en situation de production écrite, c'est un autre problème. Dans le cahier des charges, il y avait aussi imaginer un dispositif qui puisse différencier l'orthographe grammaticale et l'orthographe lexicale. On n'est pas du tout sur les mêmes habiletés cognitives dans un cas comme dans l'autre. On peut très bien gérer ces chaînes d'accords, mais avoir du mal à convoquer typiquement le doublement des consonnes ou la graphie du son O dans un mot. Ça fait 2. Troisième point développé dans l'ouvrage, c'est l'idée de mettre l'élève dans une situation engageante. C'est typiquement le cas, il doit corriger des erreurs de manière écrite, donc il est pris dans un processus engageant. Le 4e point, c'est celui de penser une véritable progression en termes de difficulté et en termes de complexification de la situation orthographique. Et dernier point, on vous en a parlé, évaluation positive. Par exemple, une façon de corriger qu'on utilise, nous, pour les tweetés, c'est des pourcentages de réussite. On n'est pas là pour dire les erreurs, mais dire les réussites, justement. Voilà. Donc, on vous laisse avec cet ouvrage qu'on vous recommande chaudement, très 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 chaudement, parce que si on vient, je pense qu'en tant que conseiller pédagogique, contrairement à ce qu'on n'a pas fait cet après-midi, c'est important que vous puissiez avoir les fondements didactiques et vous les retrouver dans les 2 premières parties de cet ouvrage. Après, vous allez voir qu'on a des espèces de fiches pratiques, de petites activités qui peuvent être mises en place autour de ces 5 principes. J'ai envie de dire, c'est en synthétisant l'ensemble de ces activités et en allant convoquer les fondements didactiques que la tweetée est née. Voilà. Et maintenant, je pense qu'il est 9, 10 s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? On est à vous, tout à vous. Dans la salle, il y a des questions? Des commentaires? Ou des commentaires? Nancy? Oui. Nancy. Nancy, c'est en France. Est-ce que les outils sont corrigés par les enseignants avant d'être envoyés? Très bonne question. Ah non, alors, on a vu tout à l'heure qu'il y a une vraie syntaxe et un vrai design du outil. Donc évidemment que la part de l'enseignant est importante pour faire prendre conscience aux élèves qu'un outil, je ne sais pas si ça se dit, j'ai peur de dire une bêtise, mal fagoté, mal habillé, mal designé, va pas être porteur, va pas être outillant pour la classe qui va recevoir le outil. Donc il y a un vrai travail là autour du outil. Alors on peut bien comprendre que au premier tour de tweeté auquel on participe, l'enseignant va être très modélisant pour que ce côté designé et canonique de l'outil, montrer que c'est important à l'élève et le faire produire dans sa bonne forme. Donc oui, l'enseignant il a un rôle important, mais comme à chaque étape évidemment. En même temps, Nancy, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il est corrigé parce qu'il y a tout un processus de publication sur Twitter où jamais un élève appuie tout seul sur le bouton tweeter. Donc, on s'assure déjà que le tweeting ne comporte pas d'erreur d'orthographe. J'ai envie de dire déjà, ça c'est la base. Ensuite, il faut se dire, moi j'ai le sentiment que ce outil canonique, c'est à la fois, je vous ai parlé de Graal, mais c'est à la fois l'outil et l'objet de l'apprentissage.
C'est-à-dire qu'un élève qui produirait tout outil canonique sur tout outil canonique, je pense qu'on peut faire une corrélation et c'est celui qui produit le moins d'erreurs d'orthographe. Donc on a beaucoup d'enseignants qui, dans un premier temps, sont dans le laisser-faire, mais parce qu'eux-mêmes maîtrisent mal la syntaxe, la grammaire du outil canonique. Donc on a des outils qui sont très peu outillants, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment un processus de construction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exiger d'un élève que sur sa première tweetée, la deuxième, troisième, peut-être même la quatrième, il arrive vraiment à designer, pour reprendre ce mot un petit peu vilain, le outil parfait ou le outil canonique. Donc quand il sait faire un outil canonique, c'est qu'il peut convoquer les éléments pertinents d'analyse grammaticale. Donc tu vois cette dialectique entre outil et objet d'apprentissage. Donc j'ai envie de dire que le maître peut corriger, mais j'aime bien ce que dit Régis de dire être modélisant. Je repense à Stéphanie Liénard, qui est une enseignante en milieu spécialisé, qui elle a fait le choix, sur toute une période, de faire elle-même les propositions de outil et de demander aux élèves de choisir le outil qui d'après eux était le plus pertinent, puisque justement il faisait apparaître les différents éléments qui étaient essentiels et nécessaires pour expliquer l'erreur. Et ça c'est très très malin parce qu'on est dans une phase de modelage, pour reprendre un terme que j'ai découvert avec Éric Falardeau, de modélisation sur l'accompagnement à comment est-ce qu'on va vers ce design parfait du outil canonique. J'ai envie de demander une chose pour le coup. Vous savez, on retrouve beaucoup d'erreurs d'orthographe sur les affichages, dans les villes, dans les livres. Du coup, essayez-vous à ça. On a lancé l'idée de la tuileté de rue, entre guillemets, pour dire c'est compliqué même pour nous. Donc je repère une erreur, c'est facile de faire la photo et de s'en moquer sur Twitter en disant voilà, le vendeur c'est pas écrit. Mais on publie la photo et on essaie de produire un outil qui va avec, qui accompagne, qui explicite l'erreur sous cette forme canonique. Et vous allez voir que c'est très difficile. Nous, on en sourit parce qu'en fait, quand on a lancé l'idée, on se rend compte qu'il y a très peu de profs qui y participent. Parce qu'on a peur, on se dit, oula, est-ce que ma justification elle est bien produite? Est-ce qu'elle est canonique? Est-ce que j'explicite bien l'erreur? Ce travail qu'on demande à nos élèves, on a parfois du mal et peur de le faire nous-mêmes, sachant que c'est publié publiquement. Plus un commentaire qu'une question. Juste vous féliciter dans cette belle démarche-là. C'est un puissant outil de travail collaboratif chez les élèves, chez les enseignants. Donc, c'est Outre Frontières. Donc, c'est vraiment bravo pour ça, pour ce dispositif-là. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là, au niveau du travail collaboratif qui suscite là, à travers, pour tout le monde en fait, autant les enseignants que les élèves. Voilà. Ça nous touche beaucoup. On va se saisir de ton aimable remarque pour dire encore une fois que nous, on est juste les plombiers de ça. Voilà. Et que ce qui est important de dire, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment les enseignants et l'ensemble de la communauté des Twictonautes qui est au travail. Ils sont juste extraordinaires. Mais moi, j'ai jamais douté du fait que les enseignants étaient des professionnels extraordinaires. Ils se mobilisent. C'était fou, le dimanche soir à 23h, ils réfléchissent pour écrire une phrase avec 140 signes. Et voilà, c'est surtout l'engagement enseignant qui nous fait plaisir. Et en France, il peut y avoir une mauvaise image autour de la profession d'enseignant. En tout cas, elle est je pense que dans le public, chez les familles, il y a une image qui peut se dégrader. Et au travers d'un dispositif comme celui-ci, on peut mettre en avant les intelligences individuelles et l'intelligence collaborative d'une corporation qui est assez extraordinaire dans l'engagement pédagogique. Je me suis beaucoup interrogé en tant que formateur sur l'engagement pédagogique. Et reprenant quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Bruno de Vauchel, qui chez nous est un chercheur mais aussi un journaliste dans le monde de l'éducation, est-ce qu'on peut former à l'engagement pédagogique? C'est compliqué. Une collègue ou un collègue qui a plus de mal à investir la réflexion pédagogique, la mise en œuvre des dispositifs audacieux. Ce matin, nous, on était émerveillés par la présentation de Guillaume, parce que typiquement, c'est tout ce qui nous plaît, c'est de la pédagogie. Il y a du talent, il y a de la créativité, il y a de... Comment est-ce qu'on amène un collègue à aller de ce côté-là? Eh bien, on a l'impression qu'en l'amenant dans une communauté dynamique, en lui montrant qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas être à la hauteur d'attentes qui, de toute façon, n'existent pas, qu'on est entouré par des gens qui sont extrêmement bienveillants, tout ça potentialise
les énergies, le sentiment d'efficacité professionnelle partagé, comme on aime bien le dire, et vraiment, ça, nous, on est stupéfaits de ce que peuvent produire les enseignants. Pas du tout surpris de ça, mais à chaque fois, c'est l'effet waouh, de se dire waouh, ils ont fait ça et ils sont assez extraordinaires. Et, bon, 16h15. On vous rend les clés. Merci de votre écoute. C'était peut-être, on espère avoir été suffisamment dynamique. Merci à tous et on espère vous retrouver dans le dispositif. Merci infiniment, Fabien et Régis. Merci d'avoir traversé l'océan pour venir nous entretenir de la tweeté, de participer à notre congrès. Merci pour votre générosité, pour votre dynamisme, pour tous les outils que vous avez mis à notre disposition. C'est vrai que je suis certaine que ça a été bonifié avec toutes les équipes de collaboration au fil des années, mais vous en êtes quand même les maîtres d'œuvre, donc bravo pour tout ça. Alors moi, j'ai quelques autres informations à vous communiquer. Fabien et Régis, je tiens à remercier la COPS et l'École branchée grâce à qui leur présence a été rendue possible, parce qu'il y a quand même une contribution financière de ces commanditaires-là. Donc, la COPS qui tiendra son prochain congrès les 22, 23, 24 mars 2016 à Québec, à l'Hôtel Delta. Toutes les informations sont en ligne si vous voulez aller le consulter. Je voulais aussi vous parler du Refaire, parce que l'année dernière, il y a un film tweeté qui a été tourné dans le cadre du Refaire. Vous l'avez vu en début de conférence. Donc, cette année, le Refaire tiendra sa 3e édition les 17 et 18 mars à Québec. Les inscriptions sont ouvertes. Il y a un tarif préférentiel jusqu'au 4 décembre en ligne. Donc, vous pouvez aller voir le site du Refaire. Rendez-vous des écoles francophones en réseau. Nous sommes d'ailleurs plusieurs ici dans le comité organisateur aussi de cet événement-là. Qu'est-ce que je dois dire? La feuille d'évaluation de la journée. Vous avez reçu une feuille d'évaluation. Si vous n'êtes pas obligé de la remettre aujourd'hui, si vous entendez être ici demain pour la suite, la dernière demi-journée entre conseillers pédagogiques. Sinon, si vous n'y assistez pas, vous pouvez nous la remettre aujourd'hui tout simplement. La laisser sur la table. La laisser sur la table. Et demain matin, l'ouverture officielle du congrès se fait ici, dans cette salle, à 8h30. Donc, on vous souhaite une très belle soirée et on vous remercie.